Cette maison, pour moi, était autrefois une douce mélodie. Une mélodie que mon défunt mari et moi avions composée ensemble au fil de 60 années d'amour. Mais ensuite, les enfants que j'ai portés et mis au monde ont frappé une note discordante, une note de cupidité, transformant la musique de ma vie en une ballade tragique, enterrée pendant des années sous le sol froid de la cave. Cela peut sembler incroyable, mais c'est une histoire vraie gravée dans chaque poutre en bois, chaque brique de cet endroit, un secret que le silence ne pouvait plus garder. Si vous entendez cette histoire, où que vous soyez dans le monde, laissez un commentaire. Parce que certaines histoires, aussi douloureuses soient-elles, doivent être racontées. Je m'appelle Geneviève Dubois. J'ai 81 ans et j'ai vécu toute ma vie ici, dans ce petit village de Provence, depuis ma naissance. Connue de tous comme la meilleure pâtissière de la région, j'ai soutenu ma famille à la sueur de mon front et avec l'habileté de mes mains pendant plus de 50 ans. J'ai préparé des gâteaux pour des mariages, des baptêmes, des anniversaires de personnalités importantes, même pour des collectes de fonds politiques. Tout le monde ici connaît les gâteaux de Madame Geneviève. Veuve depuis 2 ans, je continuais ma vie et ma petite entreprise à l'arrière de la grande maison familiale que mon cher Jean-Pierre et moi avions construite pierre par pierre. Une maison que mes enfants ont toujours convoitée, surtout après que le centre du village a commencé à prendre de la valeur et que le terrain ici est devenu une petite fortune. Parce que ce que je vais vous raconter ressemble à un mensonge, mais c'est la pure vérité, aussi certaine que le soleil qui se lève chaque jour sur la Provence. La vérité sur la façon dont mes 3 enfants, Marc, Sophie et Rémi, ont comploté pour se débarrasser de moi afin de prendre la maison, le terrain et mon argent de retraite. Je n'oublierai jamais le jour où je les ai entendus parler sur la terrasse. J'étais dans la cuisine en train de préparer une pâte à gâteau, la fenêtre ouverte. Ils ne m'ont pas vu là. Ils pensaient que j'étais dans l'arrière-boutique où se trouve ma petite pâtisserie. « Il faut qu'on résolve le problème de la vieille », a dit Marc, mon aîné. « Elle ne vendra jamais cette maison. »« J'ai tout essayé pour la convaincre », a répondu Sophie. « Toujours pratique. Si elle ne veut pas aller à la maison de retraite de son plein gré, elle ira contre son gré. On trouvera un moyen. » Ce fut Rémi, le plus jeune, qui prononça les mots qui me glacèrent le sang. Les gens de son âge meurent tout le temps. Personne ne se douterait si la nature recevait un petit coup de pouce. Je suis restée paralysée, les mains couvertes de farine, à écouter mes propres enfants planifier ma mort. À cet instant précis, le monde que je connaissais s'est complètement effondré. Le pire cauchemar d'une mère n'était pas un monstre sous le lit, mais ses propres enfants chuchotant sur la terrasse. Alors, que se passe-t-il lorsque les personnes que vous aimez le plus deviennent votre plus grande menace? Découvrons-le. Le soir même, je les ai confrontés tous les 3 dans le salon. Je leur ai raconté ce que j'avais entendu, espérant bêtement qu'ils nieraient, qu'ils diraient que j'avais mal compris, mais Marc s'est contenté de me rire au nez. « Tu perds vraiment la tête, n'est-ce pas? Tu entends des choses. C'est un signe que tu as vraiment besoin de soins. » Sophie a feint l'inquiétude, me prenant la main avec une fausse tendresse. « Maman, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Cette maison est trop grande pour que tu t'en occupes seule. » Rémi n'osait même pas me regarder dans les yeux. Je suis allée me coucher, mal à l'aise, avec une tisane que Sophie avait insisté pour que je boive. « Pour calmer tes nerfs », avait-elle dit. Je ne savais pas qu'ils avaient mis un somnifère dans ma boisson. Ce sont les petits gestes de confiance qui blessent le plus profondément lorsqu'ils sont brisés. Elle pensait que c'était une tisane pour calmer ses nerfs, mais c'était la clé de sa cage. La nuit allait devenir bien plus sombre. Je me suis réveillée avec la tête lourde, la bouche sèche, dans un endroit sombre et humide. Il m'a fallu un moment pour réaliser où j'étais. La cave de ma propre maison. Un débarras que nous n'utilisions presque jamais, rempli de vieilleries, avec une petite porte menant à une minuscule salle de bain démodée. Il y avait un robinet rouillé, des toilettes jaunies par le temps, et c'était tout. Le mur en pierre était froid et humide, et la seule lumière provenait d'une ampoule blafarde suspendue au plafond. La porte menant à l'escalier de la cuisine était verrouillée de l'extérieur. Jai criait. Jai. Frappé. Jai. Supplié. Personne n'est venu. Ou plutôt, ils sont venus. Jai entendit des pas à l'étage, des rires, le bruit de verre qui trinque.
Il célébrait Mark, qui est finalement apparu. Ouvrant la porte juste assez pour passer la tête, avec un sourire que je n'avais jamais vu sur son visage, un sourire malveillant, celui de quelqu'un qui jouit de la souffrance d'autrui. Tu vas rester ici jusqu'à ce qu'on décide quoi faire. Si tu coopères et que tu signes l'acte de cession de la maison, peut-être qu'on t'amènera à la maison de retraite. Sinon, il a laissé la phrase en suspens, mais le sens était limpide. Je me suis rebellée, bien sûr. Jay criait que c'était absurde, que c'était ma maison, qu'il ne pouvait pas faire ça. Il a simplement ri à nouveau. Qui va s'inquiéter pour toi, maman? Tout le monde sait que tu dérailles un peu. On dira que tu as fait une fugue, que tu étais confuse. Après un certain temps, on signalera ta disparition. La vie continue. Je suis restée là, abasourdie, incapable de croire ce qui se passait. Mes propres enfants, que j'ai portés dans mon ventre, que j'ai nourris de mon propre lait, que j'ai élevés avec tant de sacrifices, me traitaient maintenant comme un animal. Pire, comme une nuisance à éliminer. Le premier jour fut celui du désespoir. Jay criait jusqu'à en perdre la voix. Jay frappait à la porte jusqu'à ce que mes mains soient meurtries. Jay pleurait. Jay plaidait. Jay menaçait. Rien n'y a fait. À un moment donné, une odeur m'a frappé comme un coup de poignard. L'arôme d'une daube provençale, d'un gratin dauphinois, d'une ratatouille qui mijotait. Il cuisinait à l'étage et l'odeur s'y filtrait par les fentes, me rappelant que pendant que j'étais ici avec rien, il profitait de la vie, mangeait bien, buvait, riait. Mon estomac gargouilla en signe de protestation. Cela faisait près de 24 heures que je n'avais pas avalé une seule bouchée. Le deuxième jour fut encore pire. La faim a commencé à me consumer de l'intérieur, comme un animal qui me rongeait les entrailles. La soif était désespérée, et je n'avais que l'eau rouillée du petit robinet de la salle de bain pour l'étancher. L'eau avait un goût de rouille et de terre, mais c'était ça ou rien. De temps en temps, j'entendais des pas à l'étage. Je reconnaissais la démarche lourde de Marc, les talons de Sophie qui claquaient sur le plancher, les pas traînants de Rémi. Ma propre chair et mon propre sang me laissant là pour mourir lentement. La nuit, j'entendais de la musique, des rires, le tintement de l'argenterie. Ils organisaient une fête, à en juger par le son des voix. Qui étaient les invités? Qu'avait-il dit à propos de ma disparition? Combien de mensonges avait-il raconté pour justifier mon absence? La cruauté ne consistait pas seulement à me laisser sans nourriture, mais à organiser une fête pendant que je dépérissais sous leurs pieds. Mais il y avait une faim pire que celle de mon estomac. C'était la faim de l'âme. Là-bas, dans l'obscurité humide, je n'étais plus Geneviève Dubois, la pâtissière, la mère, la veuve. Je n'étais rien, un objet oublié. Ils n'affamaient pas seulement mon corps, ils essayaient d'effacer mon existence, mon histoire, mon nom même du monde. Pendant un instant, une pensée terrifiante s'est insinuée. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que je n'étais qu'une nuisance, une vieille femme qui avait survécu à son utilité. Le désespoir était une couverture froide et lourde, menaçant d'étouffer la dernière étincelle de combativité qu'il me restait. Le troisième jour, la faiblesse a commencé à prendre le dessus. Mes jambes me soutenaient à peine, et je passais la plupart du temps allongé sur un vieux matelas qui se trouvait là. Mon estomac ne gargouillait plus. Il avait dépassé le stade de la faim douloureuse pour atteindre la faim qui engourdit. Ma tête tournait si j'essayais de me lever trop vite. De temps en temps, j'entendais la voix de Sophie parler à quelqu'un au téléphone, juste de l'autre côté de la porte. Pas encore, cette vieille têtue. Elle dure plus longtemps que prévu. Ou Rémi, nerveusement. Et si quelqu'un demande après elle? La voisine Yvette est déjà passée 2 fois. Marc répondait toujours avec autorité. Je m'en suis déjà occupée. Jay dit qu'elle était allée rendre visite à une cousine malade à Marseille. Personne ne se doutera de rien. Et j'ai commencé à marquer les jours en grattant avec un morceau de charbon que j'ai trouvé sur le sol de la cave. Un petit trait sur le mur pour chaque aube que je pouvais compter à travers les fentes de la minuscule fenêtre qui donnait sur l'arrière-cour. Quand je n'ai plus eu la force de crier ou de frapper à la porte, j'ai commencé à penser, à réfléchir à la façon dont Jane était arrivée là, où je m'étais trompée dans l'éducation de ces 3-là.
Je me suis souvenu des fois où Marc, enfant, torturait les animaux errants. Des mensonges de Sophie, adolescente, manipulant toujours les situations à son avantage. De Rémi, qui ne vous regardait jamais dans les yeux quand il parlait, cachant toujours quelque chose. Les signes étaient là, et je n'avais pas voulu les voir. L'amour d'une mère m'avait aveuglé. Mais maintenant, dans l'obscurité de cette cave, je voyais clairement ce qu'ils étaient vraiment. Le 4e jour, les hallucinations ont commencé. Jay vit Jean-Pierre assis dans un coin de la cave, m'appelant avec ce doux sourire qu'il avait toujours. « Pas encore, mon vieux, répondais-je, même si je savais que tout était dans ma tête. Jay, des choses à régler avant de te rejoindre. » Jay aussi vu ma mère décédée il y a plus de 40 ans, se tressant les cheveux sur un tabouret imaginaire. Elle fredonnait une berceuse qu'elle me chantait dans mon enfance. Je pouvais même sentir son parfum, lavande et café frais. L'esprit joue ses tours lorsque le corps est trop faible. Mais au milieu des visions, une certitude grandissait en moi. Je n'allais pas mourir ici. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Je n'allais pas être enterré comme un sale secret dans l'arrière-cour. Si j'avais survécu à la sécheresse de 2004, à l'inondation de 2006, à l'attaque cérébrale de 2010, je survivrais aussi à cette trahison. Le 5e jour, la colère a remplacé le désespoir. C'est à ce moment que l'histoire bascule. Le désespoir peut vous briser, ou il peut être forgé en une arme. Et Geneviève venait de trouver son acier. Ils voulaient enterrer une victime, mais ils étaient sur le point de déchaîner une survivante. Une colère froide et calculatrice qui me donnait de la force alors que je pensais n'en avoir plus. Jay commençait à élaborer un plan. Il devait y avoir un moyen de sortir de là. La cave était vieille, datant de la construction de la maison il y a plus de 50 ans. Je me suis souvenu qu'il y avait autrefois une entrée extérieure qui menait à la cour, utilisée pour stocker la nourriture à l'époque où il n'y avait pas de réfrigérateur. Mon Jean-Pierre avait scellé cette entrée avec des briques lorsque nous avions rénové la maison en 1982, mais les briques devaient toujours être là, derrière de vieilles affaires. Si seulement je pouvais trouver cette sortie. Mais j'étais trop faible pour chercher. Chaque mouvement était un effort monumental. Le monde tournait autour de moi quand je me levais. La faim n'était plus une sensation, c'était moi. C'était devenu mon essence. L'odeur de la nourriture venant d'anneaux était une torture constante. Ce jour-là, ils ont fait un gigot d'agneau. Jay reconnut l'arôme incomparable de l'agneau fumé, de la sauce acidulée, des flageolets qui cuisaient lentement. C'était la recette que j'avais moi-même enseignée à Sophie. Non seulement ils m'emprisonnaient, mais ils utilisaient mes propres recettes pour se nourrir pendant qu'ils me laissaient mourir de faim. La cruauté a plusieurs facettes, et celle-ci était peu, être la plus douloureuse. Le 6e jour, l'espoir est venu sous la forme d'un son. Un grattement à la porte. Jay d'abord crut à une autre hallucination, mais le son a continué. Insistant, je me suis traîné jusqu'à la porte et j'ai entendu un faible miaulement. C'était Moustache, un chat errant que je nourrissais depuis des années. D'une manière ou d'une autre, il était entré dans la maison et avait flairé ma présence. On dit que Dieu a de nombreuses façons d'envoyer un message. Peut être que ce jour-là, il m'a envoyé un petit ange avec des moustaches et 4 pattes. Peut être qu'il essayait de me dire « Geneviève, tu n'as pas encore fini ici. N'abandonne pas. » Moustache, ai-je appelé d'une voix faible. Les miaulements se sont faits plus urgents. Jay passait mes doigts sous la fente de la porte, sentant la fourrure douce du chat. Il m'a léché les doigts, comme il le faisait toujours quand je le nourrissais. L'ironie ne m'a pas échappé. Moi qui avais nourri tant de gens, y compris ce chat errant, j'étais maintenant en train de mourir de faim pendant qu'il se promenait librement. Mais Moustache a apporté plus qu'un réconfort momentané. Il a apporté une leçon profonde. Voici cette simple créature, liée à moi par rien de plus que quelques soucoupes de lait, me montrant une loyauté que ma propre chair et mon propre sang ne pouvaient comprendre. Son miaulement persistant n'était pas seulement un appel à la nourriture, c'était un appel à la vie, un refus de me laisser disparaître dans le silence. Il me rappelait que j'étais toujours connecté au monde d'anneaux. Il a apporté une idée. Oui, mais plus important encore, il a ravivé mon espoir. C'est incroyable comme l'espoir peut arriver sur 4 pattes, n'est-ce pas?
Un simple chat errant a montré plus de loyauté que sa propre chair et son propre sang, lui rappelant qu'elle n'était pas oubliée. Et avec cette petite étincelle, un plan pour la justice commence à se former. Peut être que l'ancienne entrée de la cave n'était pas aussi bien scellée que nous le pensions. Avec une énergie renouvelée par l'espoir, j'ai commencé à examiner les murs de la cave, palpant chaque centimètre dans le noir. Il était difficile de voir. La seule lumière venait de l'ampoule blafarde au plafond et de la minuscule fente de la fenêtre. Mais je n'avais pas besoin de voir. Je connaissais cette maison comme ma poche. Jay déplaçait de vieilles boîtes, des meubles cassés, des objets accumulés pendant des décennies. Dans une zone derrière une vieille armoire, Jay sentit une différence dans la texture du mur. Ce n'était pas la pierre froide des autres murs, mais des briques. Des briques qui, lorsqu'on les pressait fort, semblaient céder un peu. C'était là l'ancienne entrée, bloquée comme je m'en souvenais, mais peut-être pas aussi solidement qu'elle aurait dû l'être. Le 7e jour, j'ai entendu une vive dispute à l'étage. Marc semblait nerveux. « Ça aurait déjà dû être fini. Combien de temps cela va-t-il encore prendre ?» Sophie a répondu avec irritation. « Et que veux-tu faire? Descendre là-bas et finir le travail? Ne sois pas stupide. De cette façon, ça ne laisse aucune trace. On dirait des causes naturelles. » Rémi, toujours le plus craintif, a gémi. « Et si quelqu'un découvre? On ira en prison. »« Tais-toi, » a ordonné Marc. « Personne ne découvrira rien. Encore quelques jours et c'est réglé. Ensuite, on nettoie tout en bas. On dit qu'elle a fugué, confuse, on attend un peu et on la déclare disparue. Quand ils trouveront le corps, on dira qu'elle s'est perdue et qu'elle est morte de causes naturelles. Des causes naturelles. C'est ainsi qu'il prévoyait de justifier mon meurtre. Cette conversation m'a donné encore plus de détermination. Je n'allais pas être le corps de quelqu'un. J'allais sortir de là et leur faire payer chaque minute de souffrance. Le 8e jour, je pouvais à peine rester consciente. La faiblesse était si profonde que le simple fait de respirer semblait exiger un effort monumental. Mes lèvres étaient gercées, ma langue enflée. L'eau rouillée du robinet soulageait à peine la soif constante. La douleur dans mon estomac avait cessé. Un silence dangereux qui indiquait que le corps commençait à se consumer lui-même. Les hallucinations sont revenues, plus intenses. Je voyais des gens inexistants marcher dans la cave. J'entendais des voix appeler mon nom. Dans un moment de lucidité, je me suis traînée jusqu'au mur de briques que j'avais découvert et rassemblant une force que je ne savais pas avoir encore, j'ai commencé à gratter le ciment entre les briques avec une vieille cuillère trouvée parmi les débris. Le ciment était usé par le temps, fragile. Avec un effort immense, j'ai réussi à déceler une brique, puis une autre. Une petite ouverture a commencé à se former. De l'autre côté, je voyais un bout de la cour, la lumière du soleil, la liberté, mais l'ouverture était encore trop petite et j'étais trop faible. 10 jours sans une miette de nourriture, seulement avec de l'eau rouillée du robinet de la salle de bain, et pourtant, ce n'était pas suffisant pour me détruire. Chaque fois que je pensais que j'allais abandonner, que je laisserais l'obscurité m'emporter, je pensais à leur visage célébrant ma mort, à la maison que j'avais construite avec tant de sueur et tant envahie, à l'injustice de tout cela. Et je trouvais un dernier fil de force pour continuer. Parce que ma mère disait toujours « Geneviève, tu es née un jour d'orage avec le cordon autour du cou, et pourtant tu as survécu. Tu es venue au monde pour être forte. Et forte je le serai jusqu'à mon dernier souffle, pas pour moi, mais pour la justice que je méritais, pour la leçon que je devais enseigner, pour le dîner que je devais encore servir. Mais attendez, avant d'aller directement à la fin, je dois commencer cette histoire depuis le tout début de ma vie. Pour que vous compreniez comment je me suis retrouvée dans cette situation, ligotée par ma propre chair et mon propre sang dans une cave sombre. Je dois remonter le temps. Je ne suis pas née hier, ni avant-hier. Je suis venue au monde en 1944, dans la même maison où j'ai failli mourir. Une maison qui n'était même pas vraiment une maison quand je suis née. C'était une petite cabane de 3 pièces, à ce qui était alors la périphérie du village. Mon père, Georges, travaillait à la scierie. Ma mère, Clara, faisait la lessive pour les autres et vendait des caramels qu'elle fabriquait avec du sucre roux et des noix. C'est avec elle que j'ai appris le métier qui allait me soutenir toute ma vie.
Depuis que j'étais petite fille, je regardais ma mère remuer la casserole de sucreries. « Garde l'œil vif, Geneviève, disait-elle. Le caramel ceste comme un homme. Si tu ne fais pas attention, il te joue des tours. » À l'âge de 8 ans, je savais déjà faire un nougat à la citrouille qui fondait dans la bouche. À 12 ans, j'ai commencé à vendre mes propres bonbons à la porte de l'école. Le peu d'argent aidait à la maison où il n'y avait jamais de surplus. Je n'ai étudié que jusqu'au certificat d'études. À l'époque, les filles pauvres n'allaient pas loin dans leurs études. Mais j'ai appris ce qui était important. Lire, écrire, compter et surtout travailler avec mes mains. Maman disait toujours « Geneviève, tant que tu as tes mains et la tête sur les épaules, tu ne seras jamais dans le besoin. » J'ai rencontré mon Jean-Pierre quand j'avais 10 à 7 ans, à un bal du village. Il travaillait à l'usine textile. C'était un homme bon, d'une famille simple comme la mienne. Nous nous sommes fréquentés pendant 2 ans. Nous nous sommes mariés en 1963. J'avais 10 à 9 ans, il en avait 23. Notre premier foyer fut une chambre louée à l'arrière d'un magasin. C'est là que Marc est né en 1964. Sophie est arrivée 2 ans plus tard et Rémi en 1970. 3 enfants, une petite pièce exiguë et le rêve d'avoir notre propre chez nous. Jean-Pierre travaillait du lever au coucher du soleil. Il faisait des petits boulots le week-end, économisait chaque sou. J'étais là avec lui. En plus de m'occuper des enfants, je faisais des pâtisseries à vendre. D'abord, juste aux voisins, puis pour quelques fêtes, jusqu'à ce que le bouche à oreille fasse grandir ma renommée dans la région. En 1972, nous avons réussi à acheter un petit terrain à l'entrée de ce qui est maintenant le centre du village. À l'époque, c'était un quartier simple d'ouvriers. Avec l'aide de quelques amis, Jean-Pierre a construit une petite maison avec 2 chambres, un salon et une cuisine. À l'arrière de la propriété, nous avons aménagé une petite pièce qui serait ma petite fabrique de douceur. Je me souviens du jour où nous avons aménagé, les enfants courant dans le grand jardin, Jean-Pierre et moi nous regardant, peinant à croire que tout cela était à nous. C'est là que la bonne partie de notre vie a commencé. La maison a grandi en même temps que le village. Chaque année, nous économisions de l'argent et ajoutions quelque chose. Une chambre supplémentaire, une véranda, une meilleure salle de bain. La cave est venue lorsque nous avons eu besoin d'un endroit pour stocker les provisions. En Provence, il fait chaud et sans un bon réfrigérateur, il était difficile de conserver les ingrédients. L'entreprise de pâtisserie a prospéré en même temps que la famille. Bientôt, je n'étais plus seule. Jai embauchait 2 aides, puis 3 autres. Les commandes n'arrêtaient pas d'affluer. Les douceurs de Madame Geneviève sont devenues une référence dans la région. Je faisais de tout. Tarte au citron meringuée, tarte tatin, clafoutis, calisson, nougat. Mais ce qui m'a vraiment rendu célèbre, c'est le gâteau aux pommes avec de la cannelle et des clous de girofle. La recette de ma mère avec une petite touche personnelle que je n'ai jamais révélée à personne. Même les gens riches de la société locale insistaient pour avoir mes desserts à leur fête. Pouvez-vous y croire? Moi, la fille d'un ouvrier de scierie aux mains calleuses, à force de travail, recherché par l'élite de la région, Marc, mon aîné, a toujours été un enfant difficile. Depuis tout petit, il voulait le meilleur de tout. Il voyait ses camarades avec de nouveaux jouets, des vêtements de marque, et il était consumé par l'envie. « Maman, pourquoi ne sommes-nous pas riches ?» demandait-il d'un air renfrogné. J'expliquais que nous étions riches. Oui, en santé, en famille, en amour, mais cela ne satisfaisait pas Marc. À l'adolescence, il a commencé à causer des problèmes. Il ne voulait pas étudier, seulement faire la fête. Jean-Pierre était dur avec lui, et les deux se disputaient toujours. Malgré tout, nous n'avons jamais cessé de le soutenir. Nous avons payé pour une école professionnelle, puis l'université en gestion d'entreprise, qu'il a abandonnée en 2e année. « Ce n'est pas pour moi, maman, disait-il. Je vais faire mon propre chemin. » L'autre chemin impliquait toujours notre argent. Sophie était différente, studieuse, intelligente, déterminée. Elle a obtenu un diplôme en comptabilité, a trouvé un bon travail à la banque du village. Je pensais qu'au moins avec elle, je pouvais être tranquille. Mais le mari qu'elle a trouvé, Denis, était un bon à rien. Il buvait, jouait et pire que tout, il la frappait.
Elle a enduré 5 ans de mariage jusqu'à ce qu'un jour elle se présente à notre porte avec un œil au beurre noir et une valise. « C'est fini, maman », fut tout ce qu'elle dit. Elle est revenue vivre avec nous, mais elle n'a jamais été la même. Amère, méfiante, avec une tendance manipulatrice qui cesse de développer avec le temps. Elle a quitté son travail à la banque, disant que son ex-mari lui causait toujours des problèmes là-bas. Elle a commencé à aider avec l'entreprise de pâtisserie, mais en réalité, c'était plus moi qui l'aidais financièrement que l'inverse. Mon plus jeune, Rémi, m'a donné le plus d'espoir, puis la plus grande déception. Un garçon sensible. Il aimait dessiner, lire, raconter des histoires. Il avait une douceur avec les animaux, avec les plantes. Je pensais qu'il serait enseignant, artiste, quelque chose comme ça. Mais à l'adolescence, il a commencé à fréquenter de mauvaises personnes. Il a expérimenté la drogue, l'alcool. Il a essayé l'université 3 fois, n'a jamais dépassé la première année. Il était toujours entre 2 emplois, vendeur, serveur, assistant administratif. Rien ne durait plus de quelques mois. Il revenait toujours à la maison, la tête basse et la main tendue. « Juste le temps que je me remette sur pied, maman », disait-il. Cette remise sur pied n'est jamais arrivée. Jean-Pierre et moi avons travaillé dur toute notre vie pour subvenir à leurs besoins et leur donner des opportunités. Ce n'était pas le luxe, mais il n'a jamais manqué de nourriture sur la table, de vêtements propres, d'un toit sûr au-dessus de leur tête. Nous avons réussi à agrandir la maison petit à petit jusqu'à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Un grand bâtiment ancien mais bien entretenu avec 5 chambres, un salon spacieux, une grande cuisine, ma petite fabrique à l'arrière et un terrain qui, avec la croissance du village, valait une petite fortune. Non pas que nous nous en soucions. C'était notre maison, l'endroit où nous avions élevé notre famille, où nous avions nos souvenirs. Il ne nous est jamais venu à l'esprit de vendre, même lorsque des offres alléchantes ont commencé à apparaître. Mon Jean-Pierre est décédé il y a 2 ans. Une crise cardiaque massive a emporté mon compagnon de 60 ans un dimanche matin. Nous prenions le café sur la terrasse comme tous les dimanches quand il a simplement dit « Je me sens étrange, Geneviève ». Et il s'est affaissé. Le temps que l'ambulance arrive, il n'y avait plus rien à faire. Il a été enterré dans le même cimetière que mes parents, avec tout le village présent à la veillée. C'était un homme aimé, mon Jean-Pierre, honnête, travailleur, respecté, le mari de Madame Geneviève. On l'appelait ainsi dans la rue, même s'il n'avait jamais fait une seule pâtisserie de sa vie. Il était le mari de la pâtissière, et c'était une source de fierté pour lui. La mort de Jean-Pierre a tout changé, pas seulement à cause du vide qu'elle a laissé dans ma vie. 58 ans à dormir à côté d'une personne, et soudain le lit est à moitié vide. Mais parce que cela a réveillé quelque chose chez mes enfants que je n'avais jamais vu auparavant. On peut être que c'était toujours là, caché, et que je ne voulais pas le voir. La cupidité, l'intérêt personnel, la soif de posséder ce qu'il n'avait pas construit. Juste après les funérailles, Marc Ceste présentait avec un ami agent immobilier pour faire estimer la maison. « Ceste juste pour avoir une idée, maman. Tu n'as pas besoin de cette immense maison toute seule. » Sophie a commencé à parler d'une maison de retraite de luxe qui avait ouvert à Avignon. « C'est pratiquement un hôtel 5 étoiles, maman. Tu adorerais. Ils ont même un salon de beauté. » Rémi, toujours le plus direct, a demandé sans détour. « L'argent de l'assurance de papa est-il déjà arrivé ?» Il n'y avait pas d'assurance. Jean-Pierre et moi ne nous étions jamais souciés de ces choses. Ce que nous avions était là. La maison, le terrain, la petite entreprise de pâtisserie, que même à mon âge, je dirigeais encore avec l'aide de 2 employés. J'avais aussi un modeste compte d'épargne pour les urgences et ma retraite, ce qui n'était pas beaucoup mais couvrait les besoins de base. Assez pour qu'une vieille femme vive ses dernières années dans la dignité. Mais ce n'était pas assez pour mes enfants, qui ont soudainement découvert que le terrain en centre-ville valait quelques millions, que la vieille maison pouvait être remplacée par un immeuble d'appartements, que l'entreprise de pâtisserie avait une clientèle fidèle qui pouvait être exploitée d'autres manières. Au début, ce n'était que des suggestions, des commentaires apparemment innocents. « Maman, as-tu déjà pensé à vendre la maison et à acheter un appartement plus petit? Il te resterait une bonne somme d'argent. » Ou «
ce quartier devient dangereux. Ce n'est pas un endroit pour que tu vives seul. Et aussi, tu as travaillé toute ta vie. Tu mérites de te reposer. Pourquoi ne vends-tu pas l'entreprise de pâtisserie? Je donnais toujours la même réponse. Je suis bien ici. C'est ma maison, ma vie. Je ne veux pas déménager. L'insistance a grandi, se transformant en pression. Marc amenait des agents immobiliers sans me le dire. Sophie répandait des rumeurs dans le quartier selon lesquelles je devenais oublieuse, confuse. Rémi fouillait dans les tiroirs à la recherche de documents, de titres de propriété. C'est là que Jay commençait à réaliser que quelque chose n'allait vraiment pas. Jay remarquait des objets qui bougeaient, des documents qui disparaissaient et réapparaissaient à des endroits différents, des médicaments que je ne me souvenais pas avoir pris. Une fois, je me suis réveillée si étourdie que je pouvais à peine sortir du lit. Plus tard, j'ai trouvé un comprimé dissous au fond de la tasse de tisane que Sophie m'avait donnée la veille. Jay commençait à préparer ma propre nourriture, à verrouiller la porte de ma chambre la nuit, à cacher mes documents importants. Jay commençait à me méfier de mes propres enfants, un sentiment qu'aucune mère ne devrait jamais avoir à ressentir. Le tournant est arrivé quand Marc s'est présenté avec des papiers à signer. C'est juste une procuration, maman, pour qu'on puisse gérer certaines choses à la banque pour toi. Jay demandait à lire les documents d'abord. Il s'est impatienté. Tu as besoin de tout ça? Tu vois à peine clair. Tu vas juste te creuser la tête pour rien. Jay insistait. Et quand Jay lut, Jay réalisait que ce n'était pas une simple procuration. C'était un transfert de propriété, cédant la maison et le terrain aux 3 enfants, ne me laissant que le droit d'usufruit. En d'autres termes, la maison ne serait plus à moi. Je ne pourrais y vivre que tant que je serais en vie, et connaissant mes enfants comme je les connaissais, je soupçonnais que tant que je serais en vie pourrait être une période très courte. Jay refusait de signer, bien sûr. Marc était furieux, comme je ne l'avais jamais vu. Il a frappé la table, a crié, m'a traité de vieille têtue, d'ingrate. On veut juste t'aider et tu rends tout difficile. Sophie a essayé de jouer le rôle de la conciliatrice avec cette manière mielleuse qui lui était propre. Maman, Marc est juste contrarié parce qu'il s'inquiète pour toi. Nous voulons juste nous assurer que tout est en ordre. Rémi n'osait même pas me regarder, blotti dans un coin de la pièce. Il a toujours été le plus faible des 3, suivant toujours ce que disaient ses aînés. Après cet épisode, les choses ont rapidement empiré. Ils se sont pratiquement installés chez moi, disant qu'ils s'inquiétaient pour moi. En réalité, ils me surveillaient, contrôlaient qui je voyais, à qui je parlais. Ma vie, qui était déjà devenue plus solitaire après le départ de Jean-Pierre, s'est transformée en une sorte de prison. Je ne pouvais plus sortir seule. L'un d'eux m'accompagnait toujours, au cas où tu te sentirais mal dans la rue. Mes employés à la pâtisserie ont été renvoyés pour réduire les coûts, a dit Sophie, qui a pris en charge l'administration de l'entreprise sans me consulter. Mon téléphone portable a disparu. Tu n'as pas besoin de ça. Tu ne reçois que des appels publicitaires, a justifié Marc. Le téléphone fixe ne fonctionnait que pour les appels qu'il passait ou recevait. Petit à petit, j'étais isolée du monde, comme une plante qu'on laissait lentement se faner. C'est par un après-midi étouffant de juillet que tout a culminé. J'étais dans la cuisine en train de préparer une pâte à gâteau, l'une des rares activités qu'il me permettait encore de faire. La fenêtre de la cuisine était ouverte à cause de la chaleur et donnait sur la terrasse latérale où ils discutaient tous les 3, pensant que je ne pouvais pas les entendre. « Elle ne signera jamais », a dit Marc, exaspéré. « Elle est plus lucide que nous le pensions », a répondu Sophie de sa voix calculatrice. « Il y a le plan B, la maison de retraite à Avignon. Je leur ai déjà parlé. Ils l'accepteront même sans son autorisation tant que nous présenterons un rapport médical d'incapacité. » C'est alors que Rémi a prononcé la phrase qui m'a glacé le sang. Et si on passait directement au plan C, celui dont Marc a parlé la semaine dernière? Il y eut un lourd silence, puis Marc a parlé. Sa voix basse, presque un murmure. C'est risqué. Il faut que ça ait l'air naturel. Sophie, toujours pratique. Si nous devons le faire, il faut que ce soit bientôt. Plus le temps passe, plus les gens remarqueront comment nous contrôlons sa vie. Yvette du café a déjà demandé 2 fois pourquoi Madame Geneviève ne passait plus. Un autre silence.
Puis Rémi, d'une voix légèrement tremblante, « Comment ferions-nous » Marc a répondu si bas que j'ai dû tendre l'oreille pour entendre. « La cave, on l'enferme en bas, pas de nourriture, juste de l'eau. À son âge, elle ne devrait pas tenir plus de 3 ou 4 jours. Ensuite, on dit qu'elle s'est égarée, désorientée. On attend un peu, on la déclare disparue, et Jay laissait tomber la cuillère que je tenais. Le bruit a dû les alerter car la conversation s'est arrêtée brusquement. Je suis restée là, paralysée, les mains couvertes de pâte à gâteau, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Mes propres enfants, planifiant ma mort, la fille que j'ai allaitée, les fils que j'ai bercés dans mes bras, pour qui j'ai sacrifié mes rêves, mon temps, ma jeunesse. Maintenant, ils voulaient m'effacer comme on éteint une lumière non désirée, une nuisance, un obstacle entre eux et l'argent qu'ils convoitaient. Le soir même, je les ai confrontés tous les 3 dans le salon. Jay mit carte sur table, j'ai dit tout ce que j'avais entendu. J'espérais bêtement qu'il nierait, qu'il serait horrifié par la simple suggestion, qu'il dirait que j'avais mal compris, que c'était un malentendu, qu'ils ne feraient jamais une chose pareille à leur propre mère. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Marc, toujours le plus direct, a juste haussé les épaules. Tu imagines des choses, ce doit être l'âge qui affecte ton esprit. Sophie a feint l'inquiétude avec cette expression fausse que je connaissais déjà si bien. Maman, c'est absurde. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Je pense que tu as besoin de te reposer. Tu es très contrarié. Rémi ne pouvait même pas me regarder dans les yeux, fixant le sol comme il le faisait quand il était enfant, après avoir cassé quelque chose. Je suis allée dans ma chambre, verrouillant la porte, comme je le faisais depuis quelques semaines. Je me suis assise sur le lit, les mains tremblantes. Que pouvais-je faire? Appeler la police et dire quoi? Que mes enfants conspiraient contre moi? Sans preuve concrète? Ce serait la parole d'une femme de 81 ans contre 3 adultes inquiets pour leur mère âgée. Jay pensait à m'enfuir, à aller chez une amie. Mais où? La plupart de mes amies étaient déjà décédées et les quelques-unes qui restaient étaient dans des situations similaires à la mienne, dépendantes d'enfants ou de petits-enfants, avec une mobilité limitée. De plus, je n'avais pas accès à l'argent de mon compte d'épargne. Marc avait pris le contrôle des comptes après la mort de Jean-Pierre pour faciliter les choses. Je réfléchissais à ces idées quand Sophie a frappé à la porte. « Maman, je t'ai apporté une tisane. Ça t'aidera à te calmer et à mieux dormir. » Jay ouvert la porte d'un entrebâillement méfiante. Elle souriait, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Jay prit la tasse. Mais dès qu'elle est partie, Jay versait le contenu dans une plante du couloir. Je n'allais rien boire qui venait de leurs mains. Pas après ce que j'avais entendu. Jay fait semblant de dormir quand elle est revenue chercher la tasse vide. Jay entendit ses pas s'éloigner, des chuchotements dans le couloir. Ils attendaient que le médicament fasse effet. Jay dut m'assoupir à un moment donné, épuisé par le stress et mon âge. Je me suis réveillée au son de la porte de ma chambre qui s'ouvrait. Même si je l'avais verrouillée, ils avaient le double des clés. Encore groggy de sommeil, je les ai vus entrer tous les 3. Marc m'a attrapé par les bras, Rémi par les pieds. Jay essayait de crier, mais Sophie m'a couvert la bouche avec un chiffon. Inutile de résister, maman. C'est pour ton bien. Ils m'ont porté en bas, jusqu'à la cave. Je me suis débattue autant que j'ai pu. Mais que peut faire une femme de 81 ans contre 3 adultes déterminés? Ils m'ont jeté sur le sol froid de la cave, et avant que je puisse me relever, la lourde porte s'est refermée, et j'ai entendu la clé tourner dans la serrure. « Vous ne pouvez pas faire ça !» ai-je crié, frappant la porte avec mes poings. « Je suis votre mère. J'ai donné ma vie pour vous. » De l'autre côté, seulement le silence, puis des pas qui s'éloignaient. Jay était laissé là, dans le noir, mon cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser. La seule lumière venait d'une ampoule blafarde au plafond, une de ces vieilles ampoules jaunâtres. La cave sentait le moisi et l'humidité. Elle n'avait pas été utilisée depuis des années, sauf pour stocker de vieilles affaires. Un matelas usé avait été jeté dans un coin. Apparemment, ils avaient tout planifié à l'avance. Il y avait une petite salle de bain, pas plus qu'un réduit avec des toilettes, et un vieux lavabo. Le robinet goûtait, un son constant qui résonnait sur les murs de pierre.
Je me suis laissé tomber sur le matelas, les jambes faibles à cause du choc et de la peur. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. C'était comme un cauchemar, le genre dont on se réveille en sueur froide. Et Dieu merci, ce n'était pas réel. Mais c'était réel. Aussi réel que les murs froids autour de moi, que l'obscurité qui m'enveloppait, que la faim qui commençait déjà à s'installer. Je n'avais pas dîné ce soir-là, trop nerveuse après la confrontation. Mes propres enfants que j'ai portés dans mon ventre, que j'ai nourris de mon propre lait, que j'ai élevés avec tant d'amour et de sacrifice, m'enfermaient maintenant dans une cave pour me laisser mourir lentement. Jai pleurait jusqu'à ne plus avoir de larmes. Jai criait jusqu'à ce que ma voix me lâche. Jai frappait à la porte jusqu'à ce que mes mains me fassent mal. Personne n'est venu. À un moment donné, épuisée, je me suis endormie sur le matelas dur. Je me suis réveillée au son de pas à l'étage. C'était le matin. Je pouvais le dire par le filet de lumière qui passait par une minuscule fenêtre près du plafond. Jai entendu des voix, des rires. Ils prenaient leur petit déjeuner, parlaient normalement, comme s'ils n'avaient pas enfermé leur propre mère dans la cave pour la laisser mourir de faim. La cruauté de la situation était si absurde qu'elle semblait irréelle, comme sortie d'un film d'horreur. Ce premier jour, j'avais encore l'espoir qu'ils reconsidéreraient, que le poids sur leur conscience serait trop grand, que l'un d'eux, peut être Rémi, toujours le plus sensible, ne pourrait pas le supporter et viendrait me libérer. Je les ai appelés plusieurs fois, essayant de paraître calme, raisonnable. « Les enfants, parlons. Ce n'est pas bien. Sortez-moi d'ici et nous réglerons tout. » Personne n'a répondu. Juste le silence et occasionnellement le bruit de pas à l'étage. La vie qui continuait normalement pendant que la mienne était suspendue dans ce trou sombre. Et ainsi ont commencé les 10 jours les plus longs et les plus terribles de ma vie. 10 jours pendant lesquels j'ai découvert le vrai sens de la faim, de la soif, du désespoir. 10 jours pendant lesquels je me suis battue bec et ongles pour survivre tout en écoutant mes propres enfants vivre normalement à l'étage. Parfois même en organisant des fêtes comme si je n'existais plus. 10 jours qui m'ont transformée d'une mère aimante en une femme déterminée à survivre pour que justice soit faite. Une chose que je me suis promise dans cette cave sombre. Si je sortais de la vivante, mes enfants apprendraient une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Une leçon servie à table. Le premier jour dans la cave fut celui de la pure rébellion. J'arpentais cet espace humide, criant, frappant à la porte, maudissant. La faim n'était pas encore le pire. L'indignation brûlait plus fort que n'importe quelle douleur physique. Comment pouvait-il me faire ça? Moi qui avais passé des nuits blanches quand ils étaient malades, qui avais travaillé jusqu'à ce que mes mains saignent pour leur donner ce dont ils avaient besoin, qui avais renoncé à mes propres rêves pour réaliser les leurs. À un moment donné, j'ai entendu le cliquetis des couverts et des assiettes venant d'un eau. Il déjeunait. L'odeur de la daube au vin rouge, ma recette que j'avais enseignée à Sophie, s'est infiltrée par les fentes du plafond, remplissant la cave. Mon estomac a grondé en signe de protestation. Cette odeur familière qui avait si souvent signifié réconfort et réunion de famille était maintenant une forme de torture. Le soir, j'ai entendu des pas s'approcher de la porte de la cave. Je suis devenue alerte, mon cœur s'emballant. Était-ce l'un d'eux qui venait me faire sortir? Était-ce une leçon, une frayeur pour me faire accepter de vendre la maison? La clé a tourné dans la serrure et la porte s'est ouverte d'un entrebâillement. C'était Marc. Jay apportait de l'eau, a-t-il dit, poussant une bouteille en plastique à travers l'ouverture. Sa voix n'avait aucune émotion, comme s'il parlait à un animal, pas à la femme qui lui avait donné la vie. « S'il te plaît, mon fils, ai-je supplié, laisse-moi sortir, ce n'est pas bien, je suis ta mère. » Il a hésité une seconde et j'ai vu une lueur de quelque chose dans ses yeux. Le doute, la culpabilité, l'humanité. Mais ensuite son visage s'est à nouveau durci. « C'est mieux comme ça, maman. Plus rapide, moins de souffrance. La maison doit être vendue. C'est pour le mieux, pour tout le monde. » La porte s'est refermée avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus. La clé tournant à nouveau dans la serrure. Jay ramassait la bouteille d'eau avec des mains tremblantes. Au moins, il n'allait pas me laisser mourir de soif. La faim suffirait.
Le deuxième jour a apporté la première vraie morsure de la faim. Ce n'était pas seulement un estomac qui gargouillait, c'était une sensation qui montait dans ma gorge, descendait dans mes jambes, un vide qui semblait aspirer mes entrailles. Jai essayait de me distraire en examinant la cave plus attentivement. C'était une pièce rectangulaire d'environ 4 mètres sur 6, avec des murs en pierre et en vieilles briques. Le plafond était bas, avec des poutres en bois sombre qui devaient avoir plus d'un demi-siècle. En plus du vieux matelas où j'avais dormi, il y avait quelques boîtes poussiéreuses dans un coin, remplies de vieilles babioles, d'albums photos, de décorations de Noël, des jouets cassés des garçons, souvenirs d'une vie de famille qui semblait de plus en plus être un rêve lointain. La petite salle de bain n'était qu'une réduite avec des toilettes sans couvercle et un lavabo fissuré. Le robinet égouttait constamment, un son qui a commencé à me rendre folle après quelques heures. L'eau sortait jaunâtre, avec un goût de rouille. Jen buvait juste assez pour ne pas me déshydrater, me rinçant la bouche plusieurs fois avant d'avaler. Ce jour-là, j'ai réalisé qu'ils avaient une routine à l'étage. Le matin, j'entendais le bruit du café qui se préparait, l'odeur des tartines grillées. L'après-midi, des conversations dans le salon, le son de la télévision. Le soir, plus de bruit, parfois de la musique. Ils vivaient normalement, comme si je n'existais pas, ou plutôt comme si j'étais déjà morte. Le soir, Mark est réapparu avec une autre bouteille d'eau. Cette fois, il n'a rien dit, il a juste poussé la bouteille à travers la fente et a rapidement refermé la porte. Jay comprit que ce serait la routine. De l'eau 1 fois par jour, pas de nourriture, pas de mots de réconfort. Un plan calculé pour me tuer lentement sans laisser de traces. Le 3e jour, mes jambes ne m'obéissaient plus correctement. J'essayais de me lever et je chancelais comme si j'étais ivre. La faiblesse n'était pas progressive. Elle venait par vagues, me laissant étourdi, désorienté. Mon estomac ne gargouillait plus. Il avait dépassé le stade de la faim qui fait du bruit pour la faim silencieuse, celle qui consume de l'intérieur sans fanfare. Ma bouche était sèche malgré l'eau que je buvais, ma langue rêche comme du papier de verre. C'est là que j'ai commencé à avoir les premières absences. Je me retrouvais à regarder dans le vide, sans savoir combien de temps s'était écoulé. Parfois, je croyais entendre la voix de Jean-Pierre m'appeler, pour réaliser que ce n'était que le grincement du plancher à l'étage. L'esprit joue des tours lorsque le corps est faible. Dehors, la vie continuait. J'entendais leur voix, des conversations normales sur les factures, sur le temps, sur les nouvelles du soir. À un moment de la journée, j'ai entendu le téléphone sonner plusieurs fois, puis la voix de Marc inventant des excuses. « Non, maman n'est pas là. Elle est allée rendre visite à une cousine à Marseille. Je ne sais pas quand elle reviendra. » On m'effaçait, non seulement physiquement, mais aussi de la mémoire des gens. Bientôt, je ne serai plus qu'un souvenir. Une dame âgée qui faisait autrefois les meilleures pâtisseries de la ville, puis qui a mystérieusement disparu. Le 4e jour, la douleur a vraiment commencé. Ce n'était pas seulement la faim. C'était une douleur qui semblait venir de l'intérieur de mes os, comme s'il était lentement broyé. Chaque mouvement était une agonie. Même respirer faisait mal. Mon corps commençait à se consumer, cherchant désespérément de l'énergie là où il n'y en avait pas. Les muscles, la graisse, tout était dévoré de l'intérieur. Jay essayait de manger un morceau du matelas, mâchant la vieille mousse, mais c'était impossible à avaler. Jay suçait l'eau du robinet jusqu'à ce que mon estomac me fasse mal, essayant de le tromper, de lui faire croire qu'il y avait quelque chose dans le vide. Ça n'a pas marché. La faim était une présence constante, un monstre invisible me dévorant de l'intérieur pendant que je respirais encore. Ce jour-là, j'ai entendu Sophie parler au téléphone avec quelqu'un de l'entreprise de pâtisserie. Oui, la boutique est temporairement fermée. Madame Geneviève a dû s'absenter pour des raisons de santé. Jay eut une crise de rage en entendant ça. Mon entreprise, construite avec des décennies de travail, démantelée alors que j'étais encore en vie. Jay frappait à la porte avec le peu de force qu'il me restait. Jay criait. Jay me dit. Personne n'est apparu. Seul le son du volume de la télévision a augmenté, étouffant mes cris. À un moment donné, épuisé, je suis tombée sur le matelas et je me suis endormie. Jay rêvait de nourriture, de tables abondantes, de marmites bouillonnantes,
de l'odeur de la sauce tomate que ma mère faisait. Je me suis réveillée la bouche pleine d'eau et l'estomac se contractant en spasmes douloureux. Le 5e jour a apporté les premières vraies hallucinations. Ce n'était plus seulement des rêves ou des absences. C'étaient des visions qui apparaissaient même avec les yeux ouverts. J'ai vu ma mère assise dans un coin de la cave, tricotant calmement comme elle le faisait quand j'étais enfant. J'ai vu Jean-Pierre appuyé contre le mur, me regardant avec son air serein. « Ce n'est pas encore l'heure, Geneviève, disait-il. Tu as encore des choses à régler ici. Je savais qu'ils n'étaient pas réels, mais je leur parlais quand même. » C'était un réconfort au milieu de cette horreur. La voix de ma mère, même si elle n'était qu'une produit de mon esprit affamé, me calmait. « Tu as toujours été forte, ma fille, plus forte qu'eux tous réunis. » Cette nuit-là, il y avait une fête à l'étage. Jay entendu de la musique, des rires, le tintement des verres. Plus de monde que juste mes enfants. Peut être des amis, peut être les acheteurs intéressés par la maison. L'odeur de la nourriture était si forte que je pouvais presque la goûter. Daubes, gratins, flageolets. Les bruits de la célébration étaient comme des coups de poignard. Ils célébraient pendant que je mourais lentement sous leurs pieds. Je me suis endormie en pleurant, les larmes séchant rapidement sur mon visage maigre. Mon corps ne produisait même plus de larmes correctement. Le 6e jour, je pouvais à peine me lever du matelas. Je me traînais jusqu'à la salle de bain quand c'était nécessaire, le trajet de quelques mètres ressemblant à un marathon. Le monde tournait autour de moi, les murs de la cave dansaient comme s'il était vivant. Ma peau était collée à mes os, mes côtes saillantes sous la robe, qui semblait maintenant plusieurs tailles trop grande. La bouteille d'eau quotidienne apparaissait toujours, poussée à travers la fente de la porte. Parfois c'était Marc, parfois Sophie. Rémi Nest, jamais apparu. Peut être qu'il n'avait pas le cœur de voir ce qu'il me faisait. Ce jour-là, j'ai essayé de plaider à nouveau avec Sophie. « Ma fille, pour l'amour de Dieu, ne laisse pas cela arriver. Je suis ta mère. » Elle a hésité, l'air troublé un instant. « C'est mieux comme ça, maman ? Nous ne voulions pas en arriver là. Mais tu ne nous as pas laissé le choix. C'était la maison ou ça. » La porte s'est refermée, emportant avec elle mon dernier espoir que l'un d'eux ait encore une once d'humanité. Le 7e jour fut le pire. Le point le plus bas. Je me suis réveillée sans savoir où j'étais, qui j'étais. La conscience allait et venait comme des vagues, me laissant désorientée. Les hallucinations étaient constantes. Maintenant, je voyais des gens qui n'existaient pas marcher dans la cave. J'entendais des voix appeler mon nom. Mon corps ne semblait plus m'appartenir. Mes mains tremblaient sans arrêt, ma peau sèche et squameuse comme du vieux papier. La douleur dans mes os avait cédé la place à un engourdissement effrayant. Je savais, dans un coin encore lucide de mon esprit, que j'étais en train de mourir, que je ne tiendrais pas beaucoup plus longtemps, que bientôt mon corps lâcherait et qu'il aurait ce qu'il voulait. La vieille femme éliminée, la voie libre pour l'héritage. C'est à ce moment de désespoir total que quelque chose en moi a changé. Ce n'était pas un éclair de lumière, une révélation soudaine, mais une résolution froide qui a grandi lentement. Je n'allais pas mourir ici. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Je n'allais pas laisser 3 ingrats que j'avais élevés avec tant d'amour déterminer ma fin. Si j'avais survécu à la sécheresse de 2004, quand j'ai vu des gens forts tomber autour de moi, si j'avais survécu à la perte d'un bébé en 62, si j'avais enduré une opération de la vésicule biliaire sans anesthésie parce que le médecin de campagne n'avait pas le bon équipement, si j'avais enterré mon Jean-Pierre sans perdre la volonté de vivre, alors j'allais survivre à ça aussi. Pas pour moi, mais pour la justice, pour qu'il ne s'en sorte pas impunément, pour qu'il apprenne que certaines trahisons ont un prix. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ai-je marmonné à la cave vide, ma voix rauque par la soif et le manque d'usage? Ce n'est pas comme ça que Geneviève Dubois termine. Avec ce nouvel objectif, j'ai recommencé à examiner la cave avec un nouveau regard. Non plus comme une prison sans issue, mais comme un défi que je devais surmonter. Il devait y avoir un moyen de sortir. Il devait y avoir un moyen. Le 8e jour a apporté une étrange clarté. Malgré la faiblesse physique qui ne faisait qu'augmenter, c'était comme si mon esprit s'était séparé de mon corps, fonctionnant à un autre niveau. Jay commençait à raisonner froidement, planifiant chaque mouvement pour dépenser le minimum d'énergie. Je me suis souvenu que cette cave avait été construite en 62, quand nous avions acheté la maison. À l'époque, il n'y avait pas d'escalier intérieur.
L'entrée se faisait par l'extérieur. Une petite porte qui menait à la cour, utilisée pour stocker les provisions. Lorsque nous avons rénové la maison en 82, Jean-Pierre a fermé cette entrée avec des briques et a construit l'escalier intérieur qui reliait à la cuisine. Mais les briques devaient toujours être là, derrière une partie de ces vieilleries. Avec un effort immense, j'ai commencé à traîner les boîtes et les meubles cassés qui étaient appuyés contre les murs. Chaque mouvement était une agonie, mon corps protestant, voulant abandonner. Mais ma détermination était plus grande que la douleur. Entre les pauses, pour reprendre mon souffle, j'ai examiné chaque centimètre des murs de pierre, cherchant toute différence de texture, tout signe de l'ancienne entrée. Après des heures de recherche, presque au point d'abandonner, je l'ai trouvé. Dans un coin reculé, derrière une vieille armoire, le mur était différent. Pas de la pierre, mais des briques. Des briques qui, lorsqu'on les pressait fort, semblaient céder un peu. Le 9e jour fut celui de la découverte et d'un espoir renouvelé. Maintenant que j'avais localisé l'ancienne entrée, je devais trouver un moyen de la percer. Les briques étaient vieilles. Le ciment entre elles, détérioré par le temps et l'humidité. Avec une cuillère rouillée que j'ai trouvée parmi les débris, j'ai commencé à gratter les joints de ciment. C'était un travail lent et épuisant qui faisait trembler mes bras d'effort. Mais chaque petit morceau de ciment qui tombait était une victoire, un pas de plus vers la liberté. Jay travaillait toute la journée, ne m'arrêtant que lorsque j'entendais des pas à l'étage près de la porte de la cave. Je ne voulais pas qu'il se doute de quelque chose. À l'heure habituelle, Marc est apparu avec la bouteille d'eau. Jay fait semblant d'être allongée sur le matelas, presque inconsciente. Il a à peine jeté un coup d'œil à l'intérieur avant de refermer la porte. Parfait. Il pensait que j'étais à l'agonie, que je n'étais plus une menace. Dès que les pas se sont estompés, je suis retourné au travail, ignorant la douleur dans mes doigts, qui étaient à vif à force de gratter le ciment dur. À la fin de cette journée, j'avais réussi à déceler la première brique. Le sentiment était indescriptible, un mélange de triomphe et de peur. Et s'il n'y avait pas de sortie de l'autre côté? Et s'ils avaient construit quelque chose devant l'ancienne entrée? Jay poussait la brique avec le peu de force que j'avais, et elle a cédé, tombant de l'autre côté avec un bruit sourd. Jay passait la main à travers l'ouverture, sentant l'air frais de la nuit. Il y avait de l'espace. De l'autre côté se trouvait la cour comme je m'en souvenais. Mais l'ouverture était encore trop petite pour que je puisse passer, et j'étais trop faible pour continuer à travailler. Jay remit la brique en place, dissimulant l'ouverture du mieux que je pouvais. Demain, je continuerai. Avec une énergie renouvelée par l'espoir. Le 10e jour, je me suis réveillée avec une détermination de fer. Ce serait le jour de ma libération où je mourrais en essayant. Je ne tiendrais pas beaucoup plus longtemps sans nourriture. Mon corps était à sa limite, fonctionnant uniquement par la volonté. Jay travaillait méticuleusement, enlevant plus de briques, élargissant l'ouverture. Chaque mouvement était calculé pour dépenser le moins d'énergie possible. La sueur coulait sur mon visage décharné malgré le froid de la cave. Mes doigts saignaient à cause de l'effort. Mais la douleur était un petit prix à payer pour la liberté. Ce n'est pas seulement un estomac vide. Ce sont toutes les cellules de votre corps qui supplient pour de la nourriture. C'est l'esprit qui commence à s'effilocher sur les bords. C'est le désespoir qui vient quand vous réalisez que vous mourrez lentement et que personne ne viendra vous sauver. À midi, j'ai entendu du bruit à l'étage, des voix fortes, le bruit de choses qu'on traînait. Il semblait qu'ils déménageaient quelque chose. Bien sûr, ils avaient probablement déjà décidé quoi faire de la maison. Peut-être même avaient-ils conclu un accord avec un acheteur. Ils n'ont pas perdu de temps. Cela n'a fait qu'augmenter mon urgence. Jay travaillait encore plus vite, ignorant la douleur, la faiblesse, les vertiges. L'ouverture était maintenant presque assez grande pour que je puisse passer. Plus que 2 briques. Quand j'ai finalement enlevé la dernière brique nécessaire, l'ouverture avait la taille d'une petite fenêtre. Je devrais me faufiler, mais c'était possible. De l'autre côté, je pouvais voir un bout de la cour, le ciel bleu, la liberté. Jay attendu la fin de l'après-midi.
quand les bruits à l'étage indiquaient qu'ils étaient occupés avec le dîner. Je ne pouvais pas risquer d'être vue en m'échappant. Alors que le soleil se couchait, la lumière s'estompait, créant des ombres parfaites pour ma fuite. C'était l'heure. Avec un effort surhumain, j'ai passé ma tête et mes épaules à travers l'ouverture. Le passage était plus étroit que je l'avais imaginé, même en étant si mince après 10 jours sans nourriture. La brique rugueuse a éraflé ma peau, mais je m'en fichais. Jay poussait avec mes jambes, centimètre douloureux par centimètre douloureux. Pendant un moment terrifiant, je suis restée coincée, ni en avant, ni en arrière. La panique a commencé à me monter à la gorge. Pas maintenant, me suis-je marmonnée, pas après être arrivée si loin. Avec un dernier effort désespéré, contorsionnant mon corps d'une manière que je ne savais pas possible, j'ai réussi à passer. Je suis tombée sur le sol de la cour, haletante, tremblante, mais libre. Elle est sortie. Après 10 jours d'enfer, elle peut sentir l'herbe et voir les étoiles. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début des contes. Ce qu'elle fait ensuite changera tout. Pendant un bref instant, j'ai juste voulu rester là pour toujours, respirant l'air frais dont j'avais tant rêvé. Mais ensuite, j'ai regardé la maison où les traîtres riaient de ma douleur, et ce vieux feu en moi a rugi à nouveau. La liberté ne signifie rien si la justice n'est pas servie. L'air frais de la nuit n'avait jamais été aussi doux. Je suis restée là quelques minutes, juste à respirer, sentant l'herbe humide sur mon corps, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel. J'étais en vie. J'avais gagné. Mais la victoire n'était pas encore complète. La dernière partie de mon plan manquait. La leçon que je devais enseigner. Avec difficulté, je me suis traînée jusqu'au petit bâtiment au fond de la propriété. Ma pâtisserie. La porte était verrouillée, mais je savais où était cachée la clé de rechange, sous un pot de fougères. Mes enfants n'ont jamais connu cette cachette. À l'intérieur de la pâtisserie, tout était comme je l'avais laissé. Les casseroles en cuivre brillant, les moules alignés, les bocaux d'ingrédients organisés sur les étagères, mon sanctuaire, mon lieu de création, où j'avais passé la plupart de ma vie à transformer du sucre et des fruits en petites œuvres d'art. Maintenant, ce serait l'endroit où je préparerais ma vengeance. Pas une vengeance mortelle ou violente. Je n'ai jamais été de ce genre. Mais une leçon que mes enfants n'oublieraient jamais. Quelque chose à la hauteur de la cruauté qu'ils m'avaient montrée. Avec des mains tremblantes mais mues par une détermination inébranlable, j'ai commencé à rassembler les ingrédients dont j'avais besoin. Je savais exactement quoi faire. En 10 jours de faim et de désespoir dans la cave sombre, j'avais planifié chaque détail. Le dîner que je servirais à mes enfants serait le plus mémorable que j'ai jamais préparé. Non pas pour les saveurs délicieuses, mais pour ce qu'ils représenteraient, pour la surprise sur leur visage quand ils verraient que la mère qu'ils avaient essayé de tuer était vivante et servait le dîner comme si de rien n'était. Pendant que je travaillais, un léger sourire ceste formé sur mon visage squelettique. Ils pensaient que 10 jours sans nourriture suffiraient à m'enterrer. Ils ne savaient pas que je reviendrais pour servir un dîner qu'ils n'oublieraient jamais. Un dîner avec un ingrédient spécial pour les 3 qui m'avaient trahi. Un ingrédient qui ne tuerait pas. Je n'étais pas comme eux, mais qui s'assurerait qu'ils passent quelques heures aussi inconfortables que je l'avais été pendant 10 jours. La justice serait servie dans des assiettes en porcelaine, avec des couverts en argent et un sourire de quelqu'un qui a survécu au pire et qui est revenu pour raconter l'histoire. J'ai rampé à travers le trou que j'avais fait dans le mur de la cave, comme un serpent qui mue. Sauf que dans mon cas, je laissais derrière moi non pas une vieille peau, mais 10 jours d'enfer. L'ouverture était plus petite qu'elle n'avait l'air, et mon corps, même consumé par la faim, avait encore du mal à passer. La brique rugueuse a éraflé ma peau, déchirant la robe qui était déjà sale après tant de jours. À un moment terrifiant, je suis restée coincée à mi-chemin, ni dedans ni dehors, et la panique m'a serré la gorge plus fort que la brique ne serrait ma taille. Pas maintenant, me suis-je marmonné, ma voix plus un souffle que des mots. Pas après être arrivé si loin. Jay prit une profonde inspiration, ignorant la douleur dans mes côtes qui semblait vouloir percer ma peau, et je me suis tordue à un angle que je ne pensais pas possible à mon âge. Avec un effort final, j'ai senti mon corps glisser à travers l'ouverture comme un nouveau-né.
Jay atterrit sur le sol de la cour avec un bruit sourd. Essoufflée, tremblante comme une feuille, mais libre. Libre. Je suis restée là quelques minutes, juste à sentir la terre humide sous mon corps, l'air frais de la nuit, le ciel étoilé au-dessus. Après 10 jours, dans ce trou sombre et suffocant, même l'odeur de la terre humide semblait être un parfum cher. Mes jambes m'obéissaient à peine, trop faibles après les jours sans nourriture. Mes bras tremblaient tellement que j'ai dû appuyer mes coudes sur le sol pour m'asseoir. Le monde tournait autour de moi, et j'ai dû fermer les yeux un moment pour ne pas m'évanouir. Toute personne sensée aurait rampé jusqu'à la rue, demandé de l'aide aux voisins, se serait éloignée le plus possible de la maison qui avait failli devenir leur tombeau. Mais je n'avais pas survécu pour me fuir. J'avais survécu pour enseigner une leçon. Jay regardait la grande maison où mes enfants ingrats dînaient paisiblement, célébrant probablement l'héritage qu'ils recevraient bientôt. Les lumières de la salle à manger étaient allumées, et je pouvais entendre le son étouffé des couverts et de la conversation. Jay aussi regardait le petit bâtiment au fond de la propriété, ma pâtisserie, mon lieu sacré où j'avais construit une vie et un nom. C'est là que je devais aller. Avec un effort immense, j'ai réussi à me lever en m'appuyant sur un vieux pommier. Mes jambes, minces comme des brindilles après 10 jours sans nourriture, pouvaient à peine supporter mon poids. Chaque pas était une bataille contre les vertiges, la faiblesse, la douleur qui semblait venir de l'intérieur de mes os. Mais chaque pas était aussi une victoire, un acte de résistance, un non retentissant à la mort que mes enfants avaient planifié pour moi. La petite pâtisserie était à moins de 30 mètres de là où je me tenais, mais cela semblait une distance impossible dans mon état. Pourtant j'ai y avancé, traînant les pieds, m'arrêtant tous les quelques pas pour reprendre mon souffle et attendre que le monde arrête de tourner. Je ne pouvais pas risquer d'être vue de la maison. S'ils me découvraient maintenant, tout serait perdu. Heureusement, le feuillage dense de la cour me cachait et ils étaient trop occupés avec leur dîner pour regarder par la fenêtre. Quand Jay finalement atteint la porte de la pâtisserie, Jay dut m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. L'effort avait été presque trop pour mon corps affaibli. La porte était verrouillée, comme je m'y attendais. Mes enfants pensaient probablement qu'ils n'auraient plus besoin des clés. Après tout, la propriétaire de l'entreprise serait bientôt morte et ils vendraient tout, mais j'avais mes secrets. De petites précautions apprises au cours de décennies de vie seule. Je me suis accroupie avec difficulté et j'ai passé la main sous un pot de fougère à côté de la porte. Elle était là, exactement où je la laissais toujours, une clé de rechange enveloppée dans un morceau de toile cirée pour la protéger de l'humidité. À l'intérieur de la pâtisserie, l'odeur familière de sucre et de vanille m'a frappée comme une vague, me faisant monter les larmes aux yeux. C'était l'odeur de ma vie, de mon travail, de mon gagne-pain. Les casseroles en cuivre alignées sur les étagères brillaient dans la faible lumière. Les moules organisés par taille, les bocaux d'ingrédients étiquetés de mon écriture soignée. Tout était comme je l'avais laissé. Au moins ça, mes enfants n'avaient pas encore réussi à le détruire. Je n'ai allumé qu'une petite lampe dans un coin pour ne pas attirer l'attention. La faible lumière était suffisante pour ce que je devais faire. D'abord, je suis allée au petit réfrigérateur que je gardais dans la pâtisserie et j'ai bu un grand verre d'eau propre et fraîche. Un luxe indescriptible. Après 10 jours à boire de l'eau rouillée du robinet de la cave. Ensuite, j'ai mangé une poignée de noix que je gardais dans un bocal pour mes gâteaux. Je savais que je ne pouvais pas trop manger d'un coup après tant de jours de jeûne forcé. Mon estomac le rejetterait. Mais j'avais besoin d'un peu de force pour ce qui allait suivre. En mâchant lentement les noix, mon plan a pris sa forme finale dans ma tête. Il ne suffisait pas de survivre, il fallait qu'ils ressentent une fraction de ce qu'ils m'avaient fait subir. Il fallait que je voie le choc sur leur visage quand ils réaliseraient que la mère qu'ils avaient essayé de tuer était vivante et juste en face d'eux. Et je devais m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais me faire de mal, ni à personne d'autre. Avec des mains encore tremblantes, mais poussées par une volonté de faire, j'ai commencé à rassembler les ingrédients. J'allais préparer un dîner complet, le dîner le plus important de ma vie. À l'arrière de la pâtisserie se trouvait une petite cuisinière que j'utilisais pour tester de nouvelles recettes. J'avais aussi un garde-manger bien approvisionné, car j'achetais les ingrédients en gros pour économiser de l'argent. Farine, sucre, beurre, œufs, épices, tout ce dont j'avais besoin était là.
Pendant que je travaillais, mon esprit a vagabondé vers le téléphone fixe dans la petite pièce que j'utilisais comme bureau. Je pourrais simplement appeler la police maintenant, dénoncer mes enfants, en finir d'un seul coup. Mais quelque chose en moi voulait plus que ça. Je voulais les regarder dans les yeux. Je voulais qu'ils voient que j'avais survécu à leur cruauté. Je voulais leur servir non seulement la justice de la loi, mais aussi ma propre justice. Le téléphone, bien sûr, avait été débranché, mais en vérifiant, j'ai vu que la ligne était toujours active. Jay d'abord appelé mon vieil ami et avocat, Maître Dubois. Nous nous connaissions depuis plus de 40 ans et il s'était occupé de toutes les questions juridiques de ma famille et de mon entreprise. Quand il a répondu et entendu ma voix, il a failli s'évanouir à l'autre bout du fil. « Geneviève, pour l'amour de Dieu, femme, où étiez-vous ? Vos enfants ont dit que vous étiez partie rendre visite à une cousine malade à Marseille et que vous n'aviez pas donné de nouvelles depuis des jours. Maître Dubois, ai-je dit, ma voix encore faible. Je n'ai pas le temps de tout expliquer maintenant. J'ai besoin de votre aide. Mes enfants ont essayé de me tuer. » Un lourd silence sur la ligne. « Quoi ? Ils m'ont enfermé dans la cave pendant 10 jours sans nourriture, juste de l'eau. Ils voulaient la maison, l'entreprise, tout. Ils pensaient que je mourrais là-dessous, que personne ne le découvrirait. Mon Dieu, sa voix lui a manqué. Il connaissait bien mes enfants. Il les avait vus grandir. Avez-vous des preuves de cela ? Jay, mon corps squelettique. Jay, les éraflures sur mes mains à force d'essayer de sortir. Jay, le trou que Jay fait dans le mur de la cave. Et j'aurai leurs aveux si vous m'aidez. Je lui ai rapidement expliqué mon plan. Il écouterait tout au téléphone que je laisserai allumer pendant la confrontation. Je lui ai aussi dit d'appeler la police, qui devrait arriver peu après le début du dîner. L'idée ne lui plaisait pas beaucoup. Il pensait que c'était risqué. Il voulait que je quitte la maison immédiatement, mais il me connaissait trop bien pour essayer de me dissuader quand j'étais déterminée. « D'accord, Geneviève. Je vais appeler le commissaire Michel tout de suite. C'est un homme de confiance. Mais promettez-moi d'être prudente. Ces vauriens ont déjà montré de quoi ils sont capables. Ne vous inquiétez pas, maître. Jay survécut à 10 jours en enfer. Je peux bien supporter 1 heure de plus. » Après avoir raccroché, je suis retournée préparer le dîner. Mes mains travaillaient presque par instinct. Des décennies d'expérience guidaient mes mouvements, même lorsque mon corps était faible. Jay préparait un riz pilaf à l'ail, des flageolets assaisonnés de laurier et de lardon, une daube de bœuf aux pommes de terre, une spécialité du dimanche chez nous, et une riche farce au pain de maïs avec des œufs et de la saucisse. Toutes des recettes familiales, des plats qui avaient nourri ces ingrats toute leur vie. Mais il y avait un détail spécial au menu. Dans une armoire verrouillée, je gardais des herbes et des épices spéciales, certaines médicinales que j'utilisais occasionnellement dans mes pâtisseries ou pour traiter des maux mineurs. Parmi elles, une herbe connue dans la région sous le nom de poudre de courbature. Un laxatif naturel si puissant que les anciens disaient qu'il rendait une personne désespérée de trouver des toilettes. Jane mélangeait une quantité généreuse de cette herbe dans les plats qui seraient servis à mes enfants, mais pas dans le mien. La vengeance serait humiliante, mais pas mortelle. Je n'étais pas comme eux. Alors que les derniers plats finissaient de cuire, Jay trouvait la force de prendre une douche rapide dans la petite salle de bain de la pâtisserie. L'eau a lavé une partie de la saleté accumulée pendant 10 jours dans la cave, mais elle ne pouvait pas effacer les marques que l'expérience avait laissées sur moi. Dans le miroir fissuré au-dessus du lavabo, j'ai vu un visage que je reconnaissais à peine. Des yeux creux, la peau tendue sur les os, les cheveux emmêlés. Je ressemblais plus à un fantôme qu'à une personne. Parfait. C'était exactement l'effet que je voulais créer. Jay mit l'un des tabliers propres que je gardais à la pâtisserie, Jay peignait mes cheveux du mieux que j'ai pu, et je me suis préparée pour le moment de vérité. L'horloge au mur indiquait 10 à 9h40. De retour à la maison, ils devaient être en train de finir leur entrée, attendant le plat principal. Le moment parfait pour ma grande entrée. Soigneusement, j'ai placé les plats préparés sur un grand plateau. Mes mains tremblaient à cause de l'effort et de la faiblesse, mais la détermination m'a donné une force que je ne savais pas avoir encore. Jay laissait le téléphone allumé avec Maître Dubois en ligne, écoutant tout. En moins d'une demi-heure, ATU dit « la police arriverait ».
Juste assez de temps pour servir mon dîner spécial et voir leur réaction. Le chemin de la pâtisserie à la maison principale n'a jamais semblé si long. Chaque pas était un effort monumental, le plateau pesant comme du plomb dans mes bras faibles. Mais j'ai continué. Poussé par un mélange de colère froide et de détermination implacable, j'ai monté les 3 marches de la terrasse arrière qui menaient directement à la cuisine. La porte n'était pas verrouillée. Bien sûr, ils n'avaient aucune raison de la verrouiller, pensant que je mourrais lentement dans la cave. Je suis entré dans la cuisine en silence. Je pouvais entendre leurs voix venant de la salle à manger, discutant vivement. Jay reconnut le rire bruyant de Marc, la voix mielleuse de Sophie, même le ton hésitant de Rémi. Ils étaient détendus, à l'aise, sans aucun poids sur leur conscience pour ce qu'ils avaient fait. La table de la salle à manger était située dans une ouverture entre la cuisine et le salon, permettant de servir les repas directement. Parfait pour mon entrée. Jay prit une profonde inspiration, Jay ajustait le plateau dans mes bras, et Jay fait les derniers pas. Je suis apparu dans l'embrasure de la porte de la salle à manger comme une apparition, une vieille femme squelettique, pâle comme un cadavre mais bien vivante, portant un plateau de nourriture fumante. Le silence qui est tombé sur la pièce était absolu, comme si quelqu'un avait aspiré tout l'air de l'espace. « Le dîner est servi », ai-je annoncé. Ma voix était rauque mais ferme, avec 3 mots simples. L'équilibre du pouvoir bascule pour toujours. Elle ne sert pas seulement le dîner. Elle sert une assiette froide et dure de justice qu'ils n'ont jamais vu venir. Restez avec nous, car le repas le plus inoubliable de leur vie est sur le point de commencer. J'espère que vous apprécierez chaque bouchée, tout comme j'ai apprécié chaque moment de faim en pensant à ce moment. Les 3 se sont figés sur leurs chaises, leur visage se transformant en masque d'horreur et d'incrédulité. Marc, toujours si contrôlé, a laissé tomber la fourchette qu'il tenait. Sophie a porté ses mains à sa bouche, étouffant un cri. Rémi est simplement devenu pâle, semblant sur le point de s'évanouir. Pendant un instant sublime, personne n'a dit un mot. Ils me fixaient simplement comme s'ils voyaient un fantôme. C'est Marc qui a retrouvé sa voix en premier, toujours le plus rapide à penser des 3. « Maman, comment es-tu? Comment suis-je sorti de la cave où vous m'avez enfermé pour mourir ?» ai-je complété en posant soigneusement le plateau sur la table. Avec la même détermination que ton père et moi avions lorsque nous avons construit cette maison à partir de rien, avec la même force qui m'a fait construire une entreprise à partir de 0, avec la même obstination qui m'a maintenu en vie pendant 81 ans, malgré tout, Sophie a essayé de se lever, mais ses jambes semblaient lui désobéir. Nous n'avons pas. Tu ne comprends pas. C'était un malentendu. Un malentendu, ai-je répété, calmement, en servant les assiettes devant moi. Une pour Marc, une pour Sophie, une pour Rémi, chacune avec sa portion spéciale de poudre de courbature mélangée à la nourriture. Vous m'avez enfermé dans une cave pendant 10 jours sans nourriture, avec seulement de l'eau sale, en attendant que je meure. Quel genre de malentendu serait-ce, ma fille? Rémi s'est mise à pleurer, le visage dans ses mains. Il a toujours été le plus faible, celui qui se laissait mener par les 2 autres. C'était l'idée de Marc, a-t-il sangloté. J'ai dit que c'était mal, que nous ne devrions pas. « Tais-toi, idiot !» a crié Marc, frappant du poing sur la table. Puis il cesse de tourner vers moi, les yeux durs comme des pierres. « Tu ne comprends pas? Nous voulions juste ce qui était le mieux pour tout le monde. Ce terrain vaut des millions maintenant. La maison est trop grande pour toi seul. C'était plus facile comme ça. » Plus facile de me tuer, ai-je demandé, m'asseyant à table avec eux. Mes jambes ne pouvaient plus me porter. Plus facile que d'attendre que je meure naturellement. Quelle honte pour vous, tous les 3. Jay élevait des serpents en mon sein. Personne ne t'aurait cru, a dit Sophie, retrouvant un peu de son sang-froid. Le masque de la fille inquiète était complètement tombé, révélant la femme froide et calculatrice que j'ai toujours su exister sous la surface. Une vieille femme confuse avec des pertes de mémoire. Tout le monde commentait déjà à quel point tu étais oublieuse et désorientée. Parce que vous avez répandu ces rumeurs, ai-je répondu calmement. Parce que vous avez caché mes médicaments, déplacé des choses, m'avez fait douter de ma propre santé mentale. Jay tout remarqué. Je ne voulais juste pas croire que mes propres enfants seraient capables d'une telle cruauté.
Marc Ceste levé, menaçant. C'était un homme fort, mesurant près d'1,90 m. J'étais une vieille femme faible, malnutrie après 10 jours de famine. S'il voulait me faire du mal physiquement, je n'aurais aucun moyen de me défendre. Mais je n'ai pas reculé d'un pouce. Et maintenant, que comptes-tu faire? Appeler la police? Qui va croire cette histoire folle? Jay sourit pour la première fois, un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. La police est déjà en route, mon fils. Et pour ce qui est des preuves, en plus de mon état physique évident, il y a le trou que j'ai fait dans le mur de la cave, les marques de mes ongles sur la porte et le téléphone qui est allumé en ce moment même avec mon avocat qui écoute chaque mot que vous dites. Le visage de Marc est devenu pâle. Il a regardé ses frères et sœurs, puis moi, puis les assiettes de nourriture que j'avais servies. Un instant, j'ai cru qu'il allait se jeter sur moi, mais au lieu de ça, il s'est simplement effondré sur sa chaise, semblant se dégonfler comme un ballon percé. « Mangez » ai-je dit, faisant un geste vers les assiettes. La nourriture refroidit. C'est la même recette que toujours, celle avec laquelle vous avez grandi. Peut être le dernier bon repas que vous aurez avant longtemps, avant la nourriture de la prison. Aucun d'eux n'a bougé. L'atmosphère dans la pièce était aussi lourde que du plomb, l'air épais de tension et de peur. Dehors, j'ai entendu le son lointain d'une sirène qui approchait. Parfait. La police arrivant au moment exact que j'avais prévu avec Maître Dubois. Vous savez, ai-je continué, me servant maintenant un peu de nourriture de la casserole séparée, sans l'ingrédient spécial. Pendant 10 jours dans cette cave sombre, la seule chose qui m'a maintenu en vie, c'est la pensée que je devais voir la justice être faite. Pas par vengeance, bien que Joie y ait pensé aussi, mais pour que vous appreniez que certaines trahisons ont des conséquences. Que vous ne pouvez pas simplement jeter une vie humaine, encore moins celle de votre propre mère, comme si c'était un déchet. Les sirènes étaient plus proches maintenant. Ils se sont regardés tous les trois, la panique grandissant sur leur visage. Rémi a commencé à trembler, visiblement. Sophie regardait vers la porte, calculant s'il y avait le temps de s'échapper. Marc semblait être en état de choc, incapable de croire que son plan parfait s'était si complètement effondré. Une dernière chose avant que la police n'arrive, ai-je ajouté, montrant leurs assiettes. La nourriture a un ingrédient spécial pour vous trois. Rien de mortel. Je ne suis pas une meurtrière comme vous, mais je vous garantis que vous passerez les prochaines heures aussi inconfortablement que j'ai passé les 10 derniers jours. Considérez cela comme un petit avant-goût de l'enfer que vous avez essayé de me faire vivre. Au moment exact où j'ai fini de parler, j'ai entendu des pneus crisser devant la maison, des portières de voitures claquer, des voix autoritaires crier. La police était arrivée, le visage de Marc Ceste tordu en un masque de haine. « Tu le regretteras », a-t-il grondé. « Ce n'est pas fini. »« Si c'est fini, mon fils, ai-je répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Pour vous trois, c'est fini. » La porte d'entrée a été violemment ouverte et plusieurs policiers sont entrés, armes au poing. Derrière eux, j'ai reconnu le commissaire Michel, une figure bien connue en ville, et mon avocat, Maître Dubois. Quand ils m'ont vu, leurs yeux se sont écarquillés d'étonnement. Mon état physique, après 10 jours dans la cave, parlait de lui-même. « Madame Geneviève !» s'est exclamé le commissaire en s'approchant rapidement. « Mon Dieu, vous êtes en vie !»« En vie, commissaire, ai-je complété, malgré les meilleurs efforts de mes enfants pour changer ce fait. » Pendant que les officiers menottaient les trois, qui n'offraient aucune résistance, trop choqués pour le faire, Maître Dubois est venu vers moi et a pris mes mains dans les siennes. « Vous êtes la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue, Geneviève, » a-t-il dit, les larmes aux yeux, « mais aussi la plus têtue. Vous auriez pu mourir en les affrontant comme ça. Je suis presque morte dans cette cave, maître. Qu'avais-je de plus à perdre ?» C'est à ce moment que Marc a commencé à ressentir les premiers effets de la poudre de courbature. Son visage, déjà pâle de choc, a pris une teinte verdâtre. Il s'est tordu, ses mains menottées appuyées contre son estomac. « Qu'est-ce que tu as mis dans la nourriture » a-t-il demandé entre ses dents serrées. « Juste un peu de justice poétique, mon fils » ai-je répondu, le regardant être emmené, pratiquement plié en deux par la douleur. Bientôt, Sophie et Rémi ont commencé à montrer les mêmes symptômes. Les trois seraient emmenés au poste, mais ils feraient probablement un arrêt aux toilettes d'abord. Plusieurs arrêts,
en fait. Jay beaucoup réfléchit à cela pendant ses jours dans la cave. J'aurais pu simplement m'échapper, aller au poste de police, porter plainte. Mais quelque chose en moi avait besoin qu'ils me voient, qu'ils affrontent personnellement ce qu'ils avaient fait, qu'ils ressentent, même si de manière légère comparée à ce que j'ai vécu, un peu de l'inconfort physique qu'ils m'ont imposé. Le commissaire Michel a insisté pour que je sois emmenée à l'hôpital immédiatement. Mon état était grave. Malnutrition sévère, déshydratation, muscles atrophiés par l'inactivité forcée. Les médecins m'ont dit plus tard que c'était un miracle que j'ai survécu, surtout à mon âge. Vous avez une volonté impressionnante, a commenté le médecin qui m'a traité, le docteur Adams. Beaucoup de personnes plus jeunes n'auraient pas résisté à de telles conditions. Ce n'était pas de la volonté, c'était de la pure obstination provençale. Comme mon Jean-Pierre avait l'habitude de le dire, l'obstination est un désir brûlant de justice. Je n'allais pas quitter ce monde en laissant mes enfants impunis pour ce qu'ils avaient fait. Je n'allais pas leur donner la satisfaction d'hériter de ce que Jean-Pierre et moi avions construit avec tant de sueur. Je n'allais pas permettre que mon histoire se termine enfermée dans une cave sombre, oubliée et effacée. Alors que l'ambulance m'emmenait à l'hôpital, Jay regardait par la fenêtre ma maison s'éloigner au loin. La maison qui avait failli devenir mon tombeau. J'avais survécu. J'avais affronté mes bourreaux. J'avais veillé à ce qu'ils paient pour leurs crimes. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Il y avait encore beaucoup à résoudre, beaucoup à reconstruire. Et moi, Geneviève Dubois, à 81 ans, après avoir traversé un enfer que peu de gens pouvaient imaginer, j'étais déterminée à vivre assez longtemps pour voir la justice être complètement servie. Jay passait une semaine entière à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un cas comme le mien. Une femme de 81 ans survivant à 10 jours sans nourriture, avec seulement de l'eau et ayant encore la force de s'échapper, de préparer un dîner et d'affronter ses ravisseurs. « Vous êtes un miracle ambulant, Madame Geneviève », a dit le docteur Adams, secouant la tête en vérifiant mes résultats d'analyse. Ce n'était pas un miracle. C'était de la pure obstination des montagnes. Le genre qui ne vient que quand on est né dans la difficulté. La nouvelle ceste répandue dans le village comme une traînée de poudre. La célèbre pâtissière enfermée dans la cave par ses propres enfants. Les journaux locaux ont dit que l'histoire était si absurde, si cruelle, que personne ne voulait y croire au début. Mais les preuves étaient irréfutables. Mon état physique déplorable, le trou que j'avais fait dans le mur de la cave, les témoignages de témoins qui avaient remarqué ma disparition soudaine, et surtout, les aveux de Rémi. Il s'est effondré lors du premier interrogatoire et a tout raconté, essayant de négocier une peine plus légère. Les 3 ont été maintenus en détention sans caution. Les charges étaient graves. Tentative de meurtre, séquestration, maltraitance de personnes âgées, abandon, des crimes qui, additionnés, pouvaient entraîner plus de 30 ans de prison. Marc a engagé un avocat cher de Marseille, le genre que l'on voit à la télévision défendre les gros bonnets. Sophie pleurait aux audiences, essayant de gagner la sympathie du juge avec son rôle de fille repentante. Rémi gardait simplement la tête baissée, acceptant le blâme avec une résignation qui me faisait presque pitié. Quand je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais pas rentrer chez moi. C'était devenu une scène de crime, scellée pour la police scientifique. De plus, la pensée de dormir à nouveau entre ces murs qui avaient été témoins d'une telle trahison me retournait l'estomac. Ma vieille amie Yvette, propriétaire du café du coin, m'a offert un abri chez elle. « Reste avec moi aussi longtemps que tu en as besoin, Geneviève. Ma maison est petite, mais il y a de la place pour toi. » Jay acceptait à la condition que j'aiderais aux dépenses dès que je le pourrais. Je n'ai jamais été du genre à accepter la charité, même dans les moments les plus difficiles. Les jours qui ont suivi ont été ceux de l'adaptation et de la récupération. Mon corps, déjà meurtri par l'âge, avait subi des dommages qui prendraient du temps à guérir. Jay perdu près de 15 kilos en ces 10 jours, un luxe que moi, étant naturellement mince, ne pouvais pas me permettre de perdre. Les médecins m'ont prescrit un régime spécial pour récupérer les nutriments perdus, des suppléments, des vitamines. Yvette s'est occupée de moi comme une sœur, préparant les repas aux bonnes heures, me rappelant de prendre mes médicaments, m'accompagnant au rendez-vous chez le médecin. Mais ce qui m'a le plus impressionné,
Ceste la réaction de la communauté. Des gens que je connaissais à peine ont frappé à la porte d'Yvette, apportant de la nourriture, des médicaments, des cadeaux, des mots de soutien. D'anciens clients de la pâtisserie, des familles dont j'avais adouci la vie pendant des décennies avec mes recettes, sont venus me rendre visite, souvent les larmes aux yeux. « Madame Geneviève, vous avez fait mon gâteau de mariage, » disait l'un. « Vous avez fait les cupcakes pour les anniversaires de mon garçon chaque année, » disait un autre. C'était comme si tout le village sentait qu'il me devait une dette. Et maintenant, il était temps de la rembourser. Le procès de mes enfants a été rapide selon les normes du système judiciaire français. Les preuves étaient trop accablantes pour toute défense efficace. L'avocat de Marc a essayé de soutenir que je souffrais de démence, que je m'étais enfermé dans la cave lors d'un épisode de confusion mentale. Cela a été démoli par le rapport médical, attestant de ma pleine santé mentale. Il a également tenté de minimiser la gravité, disant qu'ils avaient l'intention de me libérer après m'avoir fait peur pour que j'accepte la vente de la maison. Le juge n'a pas cru à cette histoire une seule seconde. Tous les trois ont été condamnés. Le son du marteau du juge apporte une sorte de justice, celle qui ferme les portes et fixe les peines de prison. Mais pour une mère, les blessures de la trahison sont plus profondes que n'importe quelle sentence. Maintenant que le procès est terminé, le véritable voyage de guérison de Geneviève peut commencer. Marc a reçu la peine la plus lourde, 28 ans de prison, pour être considéré comme le cerveau du plan. Sophie a reçu 22 ans. Rémi, pour avoir coopéré avec les autorités et montré des remords, a obtenu 15 ans avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé un 5e de sa peine. Je n'ai ressenti aucune joie en voyant mes enfants menottés être emmenés pour purger leur peine. Seulement un vide immense, un sentiment de gâchis, tant d'années à les élever, de sacrifices, d'amour pour finir comme ça. Après le procès, la maison ayant été libérée par la police scientifique, j'ai y affronté le moment difficile d'y retourner. Yvette et Maître Dubois, mon avocat et ami, m'ont accompagné. L'endroit semblait différent, lourd de mauvais souvenirs. Chaque coin résonnait du son des trahisons. Chaque pièce contenait le fantôme d'une famille qui n'existerait plus jamais. Cette première nuit de retour, je me suis assise seule dans le salon et le silence était assourdissant. La maison semblait étrangère, hostile. Chaque craquement du plancher ressemblait à leurs pas. Chaque ombre semblait contenir leur sourire moqueur. Pendant une heure terrifiante, j'ai envisagé de tout vendre, de fuir les souvenirs qui menaçaient de me noyer. Mais alors, mon regard est tombé sur le portrait de Jean-Pierre et moi le jour de notre mariage, son sourire si plein d'espoir. Les mots de ma mère ont résonné dans mon esprit. Tant que tu as tes mains et la tête sur les épaules, tu ne seras jamais dans le besoin. Cette maison n'était pas leur victoire, c'était l'œuvre de ma vie. Ils ne me prendraient pas ça. Ni maintenant, ni jamais. Je n'allais pas seulement vivre ici, j'allais faire revivre cette maison. Cette maison a été construite avec de la sueur et de l'amour, pas avec de la trahison. Chaque brique contient un souvenir de moi et de Jean-Pierre. Je ne laisserai pas les fantômes de la cruauté la souiller. Ceste ma maison, pas la tombe qu'ils avaient prévue pour moi. Je ne suis allée dans la cave qu'une seule fois, pour voir le trou que j'avais fait dans le mur, ma voie d'évasion, mon chemin vers la liberté. Puis j'ai fait sceller cet escalier pour toujours. Cet espace n'existerait plus dans ma maison. Jay dormit chez Yvette pendant 2 semaines de plus, le temps de rassembler le courage de retourner définitivement chez moi. Quand je l'ai finalement fait, c'était avec une décision prise. Je ne laisserai pas le traumatisme me définir. Je reconstruirai ma vie, mon entreprise, mon but. La maison que mes enfants voulaient transformer en ma tombe deviendrait un symbole de résistance et de renaissance. La première chose que Jay fait a été de rouvrir la pâtisserie. Elle était fermée depuis près de 2 mois, depuis que mes enfants avaient commencé à m'isoler du monde. De nombreux clients avaient trouvé d'autres fournisseurs, pensant que j'avais pris ma retraite, ou pire. Mais la nouvelle que la pâtisserie de Madame Geneviève était de retour s'est répandue rapidement et bientôt les commandes ont recommencé à affluer. Au début, il y en avait peu. Un gâteau par-ci, une commande de mignardise pour une fête par-là. Mais peu à peu, la clientèle est revenue. C'est un dimanche après-midi, alors que je préparais une fournée de tartes au citron meringuées, que tout a changé. J'étais seule dans la pâtisserie, me demandant comment j'allais gérer toutes les commandes.
quand j'ai entendu frapper à la porte. C'était Madame Béatrice, une femme de 77 ans qui vivait à 2 rues de chez moi, une veuve comme moi. Elle vivait seule dans une petite maison simple. « Je suis venue voir si vous avez besoin d'aide, Madame Geneviève. » a-t-elle dit un peu timidement. Jay toujours aimé faire de la pâtisserie. Jay a appris de ma grand-mère, là-bas en Bretagne. Si vous voulez, je peux donner un coup de main. Jay regardait Béatrice, ses mains ridées mais fermes, ses yeux vifs malgré son âge, la posture digne de quelqu'un qui avait affronté la vie avec courage. Jay vit en elle un reflet de moi-même. Et Jay pensait à combien d'autres Béatrice et Geneviève existaient dans le village, des femmes âgées avec des compétences, de la volonté et le besoin de se sentir utiles, des femmes qui, comme moi, couraient le risque d'être considérées comme des fardeaux par leur propre famille, comme des obstacles à éliminer. « Entrez, Béatrice », ai-je répondu, ouvrant la porte plus grand. Il y a beaucoup à faire, et 4 mains travaillent mieux que 2. Et juste comme ça, une porte s'ouvre sur un nouveau départ. Geneviève ne rouvre pas seulement une pâtisserie, elle construit un sanctuaire. C'est ainsi que la résilience devient un héritage, transformant un lieu de douleur en un phare d'espoir pour les femmes qui refusent d'être invisibles. Ce fut le début de la transformation. En quelques semaines, j'avais 5 dames qui travaillaient avec moi dans la pâtisserie. En plus de Béatrice, il y avait Hélène, Jocelyne, Renée et Gloria. Toutes entre 65 et 80 ans, toutes avec des histoires de vie marquées par les épreuves et le dépassement. Hélène avait élevé seule 6 enfants après la mort de son mari dans un accident à l'usine. Jocelyne avait échappé à un mariage abusif en 72, quand c'était presque impensable. Renée avait affronté 2 fois un cancer du sein. Gloria avait perdu sa maison dans une inondation et avait tout reconstruit à partir de rien. Brique par brique, des femmes fortes comme tant d'autres dans notre village, dans notre pays. Des femmes qui, en atteignant un certain âge, étaient souvent mises de côté, considérées comme des vieilles dames inutiles, des fardeaux pour la famille, prenant de la place et consommant des ressources. Des femmes qui, comme moi, avaient encore tant à offrir si seulement on leur en donnait l'occasion. La pâtisserie, qui auparavant ne produisait que pour des commandes spécifiques, a commencé à faire des gâteaux pour les vendre sur les marchés de producteurs lors d'événements dans les boutiques de la ville. Chacune de nous a apporté de nouvelles recettes, des techniques différentes, des touches spéciales. La pâtisserie de Madame Geneviève Ceste transformée en la cuisine des mémés, une marque qui a rapidement gagné en renommée, non seulement dans le village, mais dans toute la région. Ce n'était pas seulement une entreprise, c'était une forme de résistance. Chaque douceur qui sortait de nos mains était la preuve que nous n'étions pas prêtes à disparaître, à devenir invisibles. Chaque fête que nous adoucissions était une affirmation de notre présence, de notre pertinence, de notre force, et la communauté a répondu avec enthousiasme. Les commandes n'arrêtaient pas d'affluer, au point que nous avons dû embaucher 2 autres dames pour suivre la demande. Avec la croissance de l'entreprise, j'ai dû faire des adaptations à la maison. La petite pâtisserie à l'arrière a été agrandie, dotée de nouveaux équipements, d'un espace adéquat pour que plus de personnes puissent travailler. Le salon avant, qui n'était autrefois que pour la famille, a été transformé en un petit café où nous servions des parts de gâteaux, des entremets, des tartes et du café frais pour tous ceux qui voulaient s'asseoir et savourer. Les chambres qui avaient appartenu à mes enfants ont été transformées. L'une est devenue le bureau pour gérer l'entreprise. Les 2 autres sont devenues des espaces pour des ateliers et des cours. Parce que, oui, nous avons commencé à offrir des ateliers de pâtisserie. Au début, c'était juste pour d'autres dames de la communauté. Puis nous avons élargi à toute personne intéressée à apprendre. Des jeunes, des mères voulant faire des gâteaux pour leurs enfants, des adolescents cherchant une profession, des hommes à la retraite cherchant un hobby, et des touristes voulant ramener une nouvelle compétence à la maison. Nos cours étaient toujours complets, avec une liste d'attente. Mais je sentais encore qu'il manquait quelque chose. La terrible expérience que j'avais vécue m'avait ouvert les yeux sur une réalité qui est souvent cachée entre les lignes des actualités, dans les silences embarrassés des familles, dans les yeux baissés des victimes, la maltraitance des personnes âgées. Pas seulement la violence physique comme celle que j'ai subie, mais aussi la violence psychologique, financière, l'abandon, la négligence.
Combien d'autres Genevièves souffraient en silence à ce moment même? Combien n'auraient pas la chance que j'ai eue de s'échapper et de dénoncer? C'est ainsi qu'est né le projet, le réseau des Mamies Unies, un réseau de soutien pour les femmes âgées en situation de vulnérabilité. Il a commencé modestement, avec des réunions hebdomadaires dans mon salon où nous parlions de nos droits, partagions nos expériences, nous offrions de l'aide les unes aux autres. Bientôt, le groupe a tellement grandi que nous avons dû trouver un espace plus grand. La mairie, voyant l'impact positif du projet, a mis à notre disposition une salle au centre communautaire. Nous avons fait venir des avocats pour donner des conseils juridiques gratuits, des assistantes sociales pour aider avec les prestations et les questions de retraite, des psychologues pour conseiller les victimes de maltraitance. Nous avons créé une ligne d'écoute téléphonique pour les signalements anonymes, un refuge temporaire pour les femmes âgées qui devaient quitter leur domicile en urgence, un fonds d'urgence pour aider avec les frais médicaux et les besoins de base. Le projet a gagné en visibilité au-delà des frontières de notre village. Des journaux de la région sont venus faire des reportages, des chaînes de télévision nationales. Jai était invité à donner des conférences dans d'autres villes, à parler avec des responsables des politiques publiques pour les personnes âgées. Moi, qui n'avais jamais quitté la région, à 82 ans, je parcourais la France, portant mon message, mon histoire, mon combat. Je ne le faisais pas pour la gloire ou la reconnaissance. Je le faisais parce que chaque fois qu'une dame me serrait dans ses bras après une conférence, en pleurant et en disant « Vous m'avez sauvé », je sentais que toute cette douleur en avait valu la peine, que l'enfer que j'avais vécu dans la cave avait un but plus grand que je n'aurais jamais pu l'imaginer, que même les pires expériences peuvent être transformées en quelque chose de positif si nous avons le courage de les utiliser non pas pour devenir amers, mais pour aider les autres. Au milieu de tout cela, il y avait toujours la question de mes enfants. Ce n'est pas facile pour une mère, peu importe ce qui s'est passé, d'effacer simplement des décennies d'amour et de soins. Dans les premiers mois après la condamnation, j'ai refusé de leur rendre visite en prison. La blessure était trop vive, la douleur encore trop fraîche. Mais avec le temps, la colère a cédé la place à une profonde tristesse, un deuil pour tout ce que nous avions perdu, pour tout ce qui aurait pu être différent. C'est presque un an plus tard que j'ai reçu la première lettre de Sophie. Contrairement au message précédent qu'elle avait envoyé par l'intermédiaire de son avocat, plein d'excuses vides et de tentatives de justifier l'injustifiable, celui-ci semblait sincère. Elle parlait du regret qu'elle ressentait, non seulement pour l'acte lui-même, mais pour une vie de ressentiment et de mauvais choix. Elle m'a raconté comment les séances de thérapie en prison l'avaient amenée à voir les schémas toxiques qu'elle répétait depuis sa jeunesse. Elle ne demandait pas le pardon, elle disait qu'elle n'y avait pas droit, mais juste la chance un jour de me dire en personne à quel point elle était désolée. Il m'a fallu des semaines pour répondre. Quand je l'ai finalement fait, ce fut avec peu de mots. Le pardon n'est pas quelque chose qui s'accorde d'un seul coup, ma fille. C'est un processus quotidien, à la fois pour celui qui pardonne et pour celui qui est pardonné. J'essaye chaque jour de trouver ce chemin. Nous avons commencé une correspondance lente et prudente, pleine de silence et de recul. Ce n'était facile pour aucune de nous deux. Elle changeait véritablement en prison, faisant le travail intérieur qu'elle aurait dû faire des décennies plus tôt. J'essayais de séparer la mère qui l'aimait encore de la victime qui a failli mourir de ses mains. 2 ans après la condamnation, j'ai finalement accepté de lui rendre visite. C'est peu. Être le voyage le plus difficile de Geneviève, non pas à travers un mur de briques, mais à travers le labyrinthe compliqué du cœur d'une mère. Un lien si violemment brisé peut-il jamais être réparé? Écoutons-la faire ce pas courageux et incertain vers la fin de son histoire. Être mère est une chose étrange. Même lorsque votre cœur est brisé en 100 morceaux, il y a toujours une petite partie de vous qui continue de se demander pourquoi. Je ne suis pas allée là pour lui pardonner. Je suis allée chercher un éclat de la fille que j'aimais autrefois, pour voir si elle existait encore quelque part à l'intérieur de cette étrangère. La rencontre a été difficile, chargée d'émotions contradictoires. Elle avait beaucoup vieilli en prison. Ses cheveux, autrefois teints, montraient maintenant toutes leurs mèches blanches. Son visage était marqué par des rides qui n'étaient pas là avant. Quand elle m'a vue, elle a pleuré comme une enfant. Jai pleurait aussi, mais en silence, les larmes coulant sur mon visage ridé sans faire de bruit.
Je ne sais pas si je comprendrai un jour pourquoi vous avez fait ça, lui ai-je dit quand nous avons enfin pu parler. Mais je veux essayer. Je ne comprends pas vraiment non plus, maman, a-t-elle répondu la voix basse. C'était comme si nous étions des personnes différentes à cette époque, consumées par la cupidité, un aveuglement. Marc a dit que c'était la solution la plus propre et la plus rapide, que personne ne se douterait de rien. Et moi, je me suis laissé entraîner. Je n'ai pas eu le courage de dire non, de faire ce qui était juste. Ce n'était pas une explication satisfaisante. Ça ne le serait jamais. Mais c'était un début, une reconnaissance de sa propre faiblesse, de sa propre faillite morale. Au cours des années suivantes, j'ai continué à rendre visite à Sophie régulièrement. Je ne peux pas dire que notre relation est redevenue ce qu'elle était. Elle ne le pourrait jamais. Mais nous avons construit quelque chose de nouveau, quelque chose de fragile et d'imparfait, mais d'honnête. Rémi a également essayé de renouer le contact quelques années plus tard. Sa peine plus courte lui a permis de passer dans un foyer de semi-liberté assez tôt. Il a commencé à travailler dans une boulangerie pendant la journée, retournant à l'établissement la nuit. Un dimanche, il s'est présenté à ma porte, mince, vieilli, les yeux baissés de honte. « Tu as tout à fait le droit de me renvoyer », a-t-il dit, incapable de me regarder. « Je voulais juste que tu saches qu'il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce que nous avons fait. » Je l'ai laissé entrer. Je lui ai offert un café. La conversation a été difficile, guindée, pleine de silences inconfortables. Mais tout comme avec Sophie, c'était un début, un fil ténu de possibilités qui, avec le temps et beaucoup de travail, pourraient être renforcées. Marc était différent. Il n'a jamais montré de remords sincères. Les quelques lettres qu'il a envoyées étaient pleines d'auto-justification, d'accusations voilées, comme si j'étais en quelque sorte responsable de ce qui s'était passé. Je n'ai jamais répondu. Certains crimes sont impardonnables. Je ne sais pas. Je sais seulement que le pardon ne peut être forcé, ne peut être feint. Il doit venir de l'intérieur, aussi naturel que la respiration. Et avec Marc, ce moment n'est jamais venu. Au fil des ans, le projet, le réseau des Mamies Unies a continué de croître, gagnant en force, touchant plus de gens. La petite graine plantée dans notre village a porté ses fruits dans d'autres villes, avec des groupes similaires émergeant à travers le pays. Nous étions maintenant un réseau national avec des projets d'expansion. L'entreprise de pâtisserie a également prospéré. Nos mémés pâtissières étaient plus de 20. Toutes des femmes de plus de 60 ans, beaucoup sauvées de situations de vulnérabilité grâce au projet. Chacune apportait non seulement ses compétences culinaires, mais son histoire de vie, sa sagesse, sa force. Ensemble, nous avons créé non seulement de délicieuses douceurs, mais un espace d'accueil, de valorisation, de respect. Quelques années plus tard, à l'âge de 83 ans, j'ai reçu un honneur que je n'aurais jamais imaginé, le titre de citoyenne d'honneur de la ville décerné par le conseil municipal. La cérémonie a eu lieu au théâtre municipal, bondé de gens qui avaient été touchés d'une manière ou d'une autre par le travail que nous faisions. Quand je suis montée sur scène pour recevoir le diplôme, m'appuyant sur la canne que j'utilisais maintenant pour les longues distances, j'ai vu dans les yeux de tous non pas de la pitié, non pas de la condescendance, mais une admiration et un respect sincère. « Vous êtes un exemple pour nous tous », a déclaré le maire. La preuve qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour transformer la douleur en un but, pour laisser un héritage. Dans mon bref discours de remerciement, j'ai parlé des leçons que la vie m'avait enseignées, surtout ces dernières années. La fin du corps peut être terrible, mais la fin de pouvoir et d'argent détruit des âmes entières. Jay apprit que notre force ne vient pas de ce que nous avons, mais de ce que nous endurons. Que les pires expériences peuvent devenir nos plus grands professeurs si nous avons le courage de les affronter, non pas comme des fins, mais comme des débuts. Que nous ne devrions jamais permettre aux autres de définir notre valeur ou de limiter nos possibilités. Peu importe notre âge, notre sexe, notre condition. En repensant au chemin que j'ai parcouru depuis ces 10 jours dans la cave, je ressens un mélange de tristesse et de gratitude. Tristesse pour ce que j'ai perdu, la famille que je connaissais, la confiance innocente que j'avais, la sécurité que je ressentais dans ma propre maison.
mais aussi gratitude pour ce que j'ai gagné, un but plus grand que moi-même, une communauté de femmes extraordinaires, la certitude que ma vie et mon histoire servent à protéger et à inspirer les autres. Ils m'ont enfermée, pensant que je me flétrirais seule dans le noir. Ils ne savaient pas que depuis 81 ans, j'avais déjà survécu à pire et que de l'obscurité, on peut aussi faire de la lumière. Ils ne savaient pas que les mains qui faisaient des gâteaux avaient assez de force pour percer des murs. Ils ne savaient pas que le cœur qu'ils pensaient pouvoir arrêter avait battu trop fort, trop longtemps, pour simplement abandonner. Aujourd'hui, quand les gens me demandent comment j'ai enduré ces 10 jours, comment j'ai survécu à la faim, à l'obscurité, à la trahison, je réponds toujours la même chose. Un jour à la fois, une minute à la fois, une respiration à la fois. Il n'y a pas d'autre secret pour survivre. Que ce soit dans une cave sombre ou dans la vie à l'extérieur, nous continuons d'avancer, un pas après l'autre, même quand cela semble impossible, même quand tout en nous veut abandonner. Et s'il y a un message que j'aimerais laisser à quiconque lit ou écoute cette histoire, c'est celui-ci: ne sous-estimez jamais la force d'une femme âgée. Nous qui sommes arrivés jusqu'ici, qui avons survécu à des décennies de défis, de pertes, de nouveaux départs, nous portons en nous une résilience que vous pouvez à peine imaginer. Nos rides sont les cartes de bataille gagnées. Nos mains, même lorsqu'elles tremblent, peuvent encore construire et transformer. Nos voix, même lorsqu'elles sont affaiblies par le temps, méritent encore d'être entendues. Je m'appelle Geneviève Dubois. Jai maintenant 83 ans. Et c'est l'histoire de comment Jai survécut à la faim et à la trahison de ceux que j'aimais le plus. Mon histoire est la preuve que même dans les endroits les plus sombres et les plus désespérés, une simple étincelle d'espoir et un peu de courage peuvent suffire à trouver la sortie. Si mon parcours a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il est tellement plus fort qu'il ne le pense. Laissez un commentaire ci-dessous et parlez-moi d'un moment où vous avez trouvé une force que vous ne saviez pas avoir. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne, La Cuisine des Mémés, où nous servons plus que de simples recettes riches et savoureuses. Nous partageons des histoires de vie, de résilience, de relèvement après la chute et de nouveaux départs à tout âge. Parce que lorsque nous nous écoutons vraiment les uns les autres, ensemble nous nous assurons qu'aucune voix n'est laissée pour compte, même celle qui tremble avec l'âge. Et s'il vous plaît, souvenez-vous, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une tête blanche.